La transidentité, le Larousse le définit comme le fait d'avoir une identité de genre qui n'est pas en adéquation avec le sexe assigné à la naissance. Alors, on va bien sûr développer tout ça, mais cette définition, elle montre qu'on parle d'un sujet très intime qui parle de l'identité de soi. C'est aussi un sujet qui interroge la société. La société parce que elle interroge nos peurs, nos manières d'accueillir les personnes qui sont étrangères à nous-mêmes, parce que c'est un sujet qui, par définition, est minoritaire. Je me présente, je m'appelle Nicolas Schaeffer, je suis journaliste à la rédaction de Tétu. C'est un journal qui se bat depuis 25 ans, plus de 25 ans, pour les droits des personnes LGBTQI+. Alors on aura peut-être l'occasion de développer cet acronyme, mais ce soir j'aimerais qu'on mette de côté la politique, qu'on mette de côté nos a priori, nos bagages culturels, nos bagages religieux, notre bagage social pour écouter ce que les sciences humaines ont à dire de la transidentité, parce qu'on a aussi un panel prestigieux, je peux le dire. Béatrice Denas, vous êtes journaliste de profession, vous avez évolué à France Bleu, France Info, vous êtes devenue la médiatrice des antennes de Radio France, vous êtes une personne transgenre, vous avez témoigné dans un ouvrage qui s'appelle « Ce corps n'était pas le mien », qui a été publié en 2020, si je ne me trompe pas, dans lequel vous racontez votre transition. Vous allez la développer. Vous êtes aussi présidente de Trans Santé France, qui est une société savante qui a pour vocation de faire mieux dialoguer les personnes transgenres avec la société médicale. Irène Théry, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS, alors l'école pour les hautes études en sciences sociales. Vous vous êtes fait remarquer, enfin le grand public vous connaît dans vos grands combats que sont le Pacs, le mariage pour tous et la PMA pour toutes. Mais on vous accueille ce soir parce que vous avez beaucoup questionné ce que c'était que d'être un homme, d'être une femme, d'être une personne transgenre. Et vous allez bientôt publier, si je ne dévoile pas trop de secrets, un article dans une revue scientifique sur justement la transidentité. On a aussi Jean Chambry, vous êtes pédopsychiatre, vous présidez la Société française de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, un sujet, des adolescents dont on parle beaucoup quand on parle de transidentité. Vous avez ouvert une consultation pour accueillir les adolescents transgenres ou en questionnement de genre. Votre expérience nous sera particulièrement utile pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les salles de consultation. Ma première question va à vous, Béatrice Denas. Vous, quand est-ce que vous avez compris que vous étiez une personne transgenre ? Alors bonsoir à toutes et à toutes. En fait, moi je l'ai... Alors, c'est compliqué parce que c'est compliqué et simple à la fois. En fait, moi, j'ai ressenti un mal-être et le fait qu'il y avait comme je dis assez vulgairement, un truc qui clochait en moi quand j'avais à peu près 4 ou 5 ans. Donc, le seul problème pour moi, c'est que j'ai un certain âge, que c'était dans les années 60 et que dans les années 60, on ne parlait pas de transidentité. Et donc, donc j'avais conscience qu'il y avait un truc qui clochait en moi, que je me sentais plus fille que garçon. Bon, j'avais la chance d'être dans une école primaire qui était mixte, ce qui était plutôt rare à l'époque dans l'école publique. Et j'étais tout le temps avec mes copines, ce qui faisait qu'en fait, j'ai vraiment vécu, et on n'en parlait pas non plus à l'époque, du harcèlement dans la cour de récréation, parce qu'en effet, j'étais pas avec les garçons qui, eux, occupaient toute la place de la salle, enfin, pas la salle, de la cour de récréation. Et moi, avec mes copines, j'aimais bien parler. Bon. Et si bien que ce harcèlement a produit en moi une hyper-timidité, une hyper-sensibilité, et surtout, je me suis coupé du monde, ne voulant plus parler à qui que ce soit, parce que ce monde me faisait peur, parce qu'en fait, ce monde n'acceptait pas visiblement qui j'étais, sauf qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. Donc en fait, pour moi, cette transidentité, je l'ai ressentie en effet à l'âge de 4-5 ans, sauf que j'ai dû attendre en fait, l'arrivée d'Internet pour mettre un mot
sur, on peut parler de souffrance, hein, parce que ça a été tout au long de ma vie une souffrance, parce que déjà quand on n'arrive pas à mettre un mot sur ce qu'on ressent, c'est compliqué. À l'époque, on n'écoutait pas les enfants, on ne les entendait pas, et j'allais pas raconter à mes parents que je me sentais petite fille. Donc voilà, j'ai dû le cacher, et ça a été quelque chose de très dur. Et si je peux me permettre, et là en tant que journaliste, une petite aparté, notamment par rapport à ce qu'on lit en ce moment, et notamment tous les opposants, et Dieu sait qu'ils ont vraiment, malheureusement, un gros écho dans la plupart de la presse, en ce moment, dans les médias, le fait de contester les enfants trans, en disant il ne faut pas les écouter, c'est une mode, c'est une lubie, bon, on y reviendra là-dessus, mais simplement pour dire que par mon expérience personnelle, à une époque où il n'y a pas de réseaux sociaux, qu'il n'y ait pas de soi-disant lobby LGBT qui aurait pu m'influencer ou autre, je l'ai vraiment ressenti, et j'ai vécu une enfance terrible, mais terrible, entre guillemets, de souffrance et de rejet en quelque sorte. Alors que maintenant, si justement on peut écouter les enfants, si on peut les accompagner, ce que fait d'ailleurs docteur Jean Chambry, et non pas pour les inciter à devenir trans, comme on le lit aussi stupidement dans pas mal de médias, mais simplement les aider à être eux-mêmes. Là aussi, on y reviendra. Il n'y a pas d'opération chirurgicale, contrairement à ce que certains disent. Il n'y a pas de traitement hormonal pour les enfants. Donc tout ça, c'est vraiment des mensonges, mais qui ont un impact sur la population. Mais simplement, si ça en permet à un petit garçon qui se sent fille de faire ce qu'on appelle la transition sociale, qui est simplement d'être écouté, d'être aidé notamment par des pédopsies, ainsi que leurs parents, parce que c'est pas forcément évident ce genre de révélation qui peut être faite. Si on peut les aider à vivre une vie qui soit une vie, voilà, agréable, où ils peuvent être eux-mêmes. Moi, j'ai quand même dû attendre plus de 60 ans pour être enfin moi-même. Bon, et ben voilà, je trouve je vois pas pourquoi on leur interdirait, et je vois pas pourquoi on en fait tout un drame autour de ça, parce que simplement, des enfants ont le droit d'être ce qu'ils ressentent, bon, comme les adultes aussi, mais un enfant, c'est important de vivre aussi une enfance heureuse. Oui, et cette enfance heureuse, vous arriviez un petit peu à la voir dans cette chambre de photographie. Ah, vous le décrivez dans votre livre. C'était un espace... c'est ce que j'ai appelé mon sas de survie. Voilà. Fait. Alors oui, en deux mots... alors vous allez me dire, c'est très stéréotypé, hein, évidemment, mais pour moi, c'est ce qui m'a permis de survivre, parce que, bon, comme la plupart et toutes les statistiques officielles, et j'allais dire de scientifiques, le montrent que ça peut mener en effet à des suicides, à des déscolarisations. Moi, c'est vrai que j'allais très très mal, et en fait, j'avais trouvé un truc, comme j'étais passionné de photographie. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, hein, c'était un labo photo avec mon cher grand-père que j'aimais beaucoup. On avait installé, qui s'y connaissait bien en photo, on avait installé un petit labo photo. Et l'avantage, c'est qu'à l'époque, en effet, un labo photo, c'était tout noir, il fallait pas être dérangé. Donc, j'étais sûr que personne ne viendrait me déranger. Donc, je piquais les affaires de ma mère. Et voilà, l'instant de développer mes photos, j'étais fille, et c'était des moments qui me permettaient de tenir. Et de vous exprimer pour moi-même, hein, parce que j'étais la seule à le voir et la seule à le vivre. Mais, et puis bon, c'est la même chose quand, plus grand, ça qui est chouette, hein, c'est quand on est au lycée, il y a beaucoup de devoirs à faire le week-end, et ça tombait bien, mes parents partaient assez souvent le dimanche en week-end, donc moi j'étais obligé de rester à la maison pour faire mes devoirs, et je faisais mes devoirs fille en fait, et c'était vraiment des grands bonheurs, c'est ce qui m'a permis de tenir, et encore une fois, bon, c'est des stéréotypes, hein, j'en ai vraiment conscience, mais voilà, pour moi, à ce moment-là, c'était une façon de me montrer fille, à moi-même et de tenir. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez comme ça, toute seule Je ressentais un vrai bonheur de me dire, voilà, je suis ce que j'aurais dû être, j'aurais dû naître ainsi en fait. Et en effet, j'avais un corps et un esprit qui n'étaient pas en adéquation, tout simplement. Alors simplement, à un moment donné, et peut-être qu'Irène le fera, il faudra préciser qu'en fait, c'est pour ça qu'on parle aussi des transidentités. Oui. Moi, j'ai vécu une expérience qui n'est pas forcément l'expérience de toutes les personnes trans. Donc voilà, moi, c'est mon expérience et j'aime bien quand même la raconter et qu'on la reconnaisse. Mais il y a des transidentités qui se manifestent de façon
différentes, pas forcément. Moi, pour le coup, je suis vraiment très binaire. Hein. Je me suis toujours senti fille, et pour moi, je suis donc une femme binaire. Voilà. Maintenant, avec la non-binarité, le fait qu'on en parle, et c'est très bien, ce qui prouve aussi que chacun peut vivre sa vie telle qu'il la ressent. Et à l'inverse, vous racontez des expériences où plus tard, quand vous avez commencé votre transition, on vous mégenre, par exemple dans un laboratoire d'analyse. Vous le racontez aussi dans le livre. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ce qu'est le mégenrage. Oui, oui, définissez. C'est un terme qu'on utilise depuis peu de temps, mais qui pour nous, personnes trans, est quelque chose de dur à vivre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lorsque, et en l'occurrence, j'avais vraiment une apparence féminine, puisque c'était un moment où j'étais, voilà, je m'habillais femme, j'avais des cheveux comme ceux que j'ai ce soir, et que parce que, notamment, le changement d'état civil n'avait pas encore été effectué, enfin, encore que s'il avait été effectué, mais le plus dur, c'est notamment avec la caisse d'assurance maladie, qui met un temps fou à changer les identités, et qui met un temps fou à changer les cartes vitales. Et évidemment, quand on se présente, et que c'était encore écrit Bruno Denas, et que, gentiment, on demande à la personne de l'accueil, en lui disant, bon, voilà, je suis une personne trans, j'ai des papiers, j'ai une carte vitale qui correspond pas encore totalement à mon identité, qui pourtant d'ailleurs avait été acceptée par le tribunal. Donc si l'infirmière peut m'appeler madame ou Béatrice, ce serait parfait. Ouais. Et puis en fait, devant tout le monde dans la salle d'attente, Monsieur Denas, j'avoue que là, on a les jambes qui... C'était volontaire? J'en sais rien, enfin je veux pas accuser non plus, j'en sais rien, franchement je vais pas accuser sans savoir, mais en tout cas, ce qu'on ressent, et puis bon, si j'ai 2 minutes, je vais vous raconter aussi une anecdote qui est terrible là pour le coup, c'est quand j'ai fait mon opération de féminisation du visage à l'hôpital, où là, bon, mon état civil était modifié, j'avais une bonne carte d'identité, j'avais toujours pas la bonne carte vitale, et l'hôpital que j'avais prévenu avant m'avait dit il n'y a pas de souci, on va vraiment vous mettre sur votre identité, donc Béatrice Denas, sauf que ça n'avait pas été fait. Et quand je me suis retrouvé dans la salle d'opération, donc vous imaginez le bloc opératoire, assez stressant, même si là pour le coup j'étais pas trop stressé, j'avais envie de le faire, voilà, j'étais parti plutôt guillerette, et que l'infirmier anesthésiste commence à vous mégenrer en vous appelant monsieur, et je lui dis non, c'est madame ou c'est Béatrice Denas, et qui répond pas, qu'une deuxième fois il m'appelle encore Monsieur Denas. J'avoue que ça commence déjà à stresser un peu plus. Ensuite c'est l'anesthésiste qui arrive, qui me dit vous appelez comment? Béatrice Denas. Ah c'est pas le nom que j'ai sur ma fiche. Et alors en effet sur mon bracelet, puisque vous savez on a un bracelet quand on se fait opérer, enfin quand on rentre à l'hôpital c'était indiqué Béatrice, mais sur les papiers c'était encore écrit Bruno. Et en me disant, non, je suis désolé, je ne peux pas vous opérer. Alors, vous êtes déjà sur la table d'opération avec tous les tuyaux autour, donc déjà une ambiance assez stressante, froide aussi, parce que les blocs opératoires, c'est quand même relativement froid. Et puis, donc, sur ce, l'infirmier a dit, bon, je vais vite essayer de changer tout ça. Sauf que, bon, pour la petite anecdote aussi, c'était un stagiaire qui était à l'accueil, donc il n'avait pas les droits informatiques pour changer. Donc, il a fallu attendre 20 bonnes minutes. Donc, vous imaginez, enfin, voilà, une anecdote pour vous montrer ce qu'est le mégenrage et le fait que ça conduit parfois à des situations qui sont vraiment stressantes, qui ne sont pas très humaines. Bon, depuis, tout est en règle, ça va, et je ne suis pas la seule, hein, franchement, c'est souvent ce qu'on se dit, sans compter qu'il y en a en effet qui prennent un malin plaisir à mégenrer pour blesser. Donc voilà, donc c'est une situation qui est quand même parfois pas toujours commode, pas toujours facile, et qui est une réalité en fait. Comment est-ce que vous avez parlé de votre transidentité avec vos proches? Je pense notamment à votre compagne, Christine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est produit, enfin moi j'ai fait ma crise de la cinquantaine. Alors pour certains la crise de la cinquantaine c'est de partir avec une petite jeune. Moi c'était pas le cas. Ma crise de la cinquantaine c'était le fait de me dire j'ai pas envie de mourir. Alors j'avais pas envie de mourir particulièrement, sauf quand j'avais vraiment des crises, mais j'ai pas envie de mourir dans un corps que je ne reconnais pas, qui n'est pas vraiment mon corps. Et là, je suis arrivé, j'ai même largement dépassé la moitié de ma vie. Je ne sais pas si je serai centenaire, mais en tout cas, j'ai dépassé la moitié de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, je commençais vraiment à savoir ce qu'était la transidentité grâce à Internet.
Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir... là, en plus, j'avais vraiment des temps... Enfin, j'avais déjà fait, oui, je crois, une tentative de suicide. Je me dis, il faut vraiment avancer là-dessus. Et la première personne à qui il faut vraiment que j'en parle, ça peut être que ma femme. Donc j'avais préparé comme un bon journaliste un bon dossier de presse. J'ai imprimé plein d'articles. Bon, finalement, elle n'a jamais lu. Donc tout soir après soir, bon, j'avais annoncé un premier soir. Soir après soir, on en a discuté, on en a parlé. Ça a été vraiment... Enfin, c'était compliqué. Elle m'avouait que dans la journée, elle en pleurait. Et puis un soir, elle m'a dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est là que bon, j'ai compris qu'a priori, en me disant ça, c'était... Priori, ça vous incluait dans un futur. Voilà, exactement, qu'elle n'allait pas me rejeter, qu'on n'allait pas se quitter. Et je pense que d'ailleurs, si on s'était quitté, enfin, j'avais tellement d'idées noires à ce moment-là que je pense qu'en effet, j'aurais quitté le monde, ce monde-là aussi. Et c'était compliqué hein, pour elle. C'est pour ça que quand on me dit oh, « t'es courageuse, ce que t'as fait, c'est courageux », moi je dis non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu être enfin moi-même. Et voilà, c'était quand même une grande souffrance, c'est ce que j'ai vécu pendant des décennies. La vraie courageuse, c'est elle, en fait, parce que, voilà, elle a épousé un mec, elle a épousé un homme, son mari, en fait, était une femme. J'avoue que ça peut faire un gros choc. Et puis j'avais lu, en effet, le nombre de divorces qui peuvent se produire. Bon, elle avait peur aussi avec nos enfants. Moi, j'étais moins craintive là-dessus parce que bon, c'est aussi une question d'éducation. Et en effet, quand on l'a appris aux enfants, ils nous ont dit bah, vous nous avez appris l'ouverture d'esprit, on a fait beaucoup de voyages à l'étranger, on a découvert d'autres civilisations. Donc, écoute, c'est ta vie, on va te soutenir, on va t'aider. Et puis voilà, bon. Je sais aussi qu'intérieurement, ça n'a pas été si facile que ça. Mais il y a eu des remarques intéressantes. Par exemple, notre fille, elle m'a dit à un moment donné, ah bah écoute, maintenant je comprends mieux, parce que tu as toujours été un papa poule pour nous. En fait, tu étais une maman poule. Bon, ça m'a fait plaisir intérieurement. Et notre fils qui a dit, ah, bah écoute, ça va me libérer d'un poids, parce qu'il a tout le temps été persuadé que je préférais sa sœur à lui, ce qui, pour moi, était faux. Franchement, je mets au même niveau notre fille et notre garçon. Mais simplement, c'est vrai que bon, j'avais pas tous ces réflexes, j'allais dire masculins. Bon, il aimait bien le foot, moi je déteste ça. Enfin, c'est aussi des stéréotypes. Hein. Mais voilà, j'étais beaucoup plus proche de sa sœur, c'est vrai, que de lui. Mais pour moi, je l'adorais autant que sa sœur. Et d'un seul coup, il a compris plein de choses. Et ça a été quelque chose qui était vraiment, enfin, pour lui, important. Et voilà, c'est un peu les problèmes de secret de famille, hein, d'ailleurs, quand on révèle une chose. Il y a plein de choses qui s'éclairent et voilà, c'était franchement une bonne chose. Et puis, bon, le plus dur après, bah, c'était au niveau, je ne sais pas si on va en parler, mais au niveau, en effet, social et au niveau de l'emploi, en fait, au niveau professionnel. À Radio France, donc. Voilà, Radio France, qui pourtant n'est pas la boîte hein, la plus mauvaise et la plus fermée. À l'inverse, elle vous a fait intervenir après votre transition. Après, voilà. C'est qu'en fait, moi, je me voyais... Bon, j'étais vraiment connu de tout le monde, hein, puisque j'avais été secrétaire général de France Info. Puis, bon, j'ai terminé comme... à l'époque, on disait médiateur, puisque je n'étais pas encore médiatrice. Médiateur des antennes de Radio France, donc auprès de la présidente. Enfin, tout le monde me connaissait. Et j'imaginais mal... Bon, j'avais encore ce côté assez timide. J'imaginais mal que du jour au lendemain, Bruno, que tout le monde connaissait, devienne Béatrice. Alors, on va parler de stéréotypes, mais que de pantalon, je mette une jupe. Enfin, voilà, je me disais, tout le monde va se moquer de moi. Enfin, ça va être terrible. Et j'avais pas ce courage, justement, de le faire. Et bon, l'époque, c'était encore, on pouvait partir à 63 ans à la retraite. Et je pouvais même partir à 62 ans, puisque comme je bossais comme une malade, j'avais accumulé des congés. Enfin, voilà, donc je suis parti. On l'a pas dit, mais vous avez fait votre transition une fois parti à la retraite. Voilà, exactement. J'avais pas le courage de le faire dans ma boîte. Et donc, je l'ai fait après. Et je suis parti, d'ailleurs, en effet, quand j'ai quitté Radio France, ça a été tout de suite. Bon, j'avais déjà commencé 6 mois avant mon traitement hormonal. J'avais mes petits seins qui commençaient à pousser, donc c'était un grand bonheur. Mais ça ne se voyait pas encore trop, donc ça va, je pouvais cacher. Et puis, bon, voilà, en quittant Radio France, à ce moment-là, j'ai vraiment, socialement, je suis vraiment apparu comme femme d'une manière permanente. Et c'est là que je l'ai annoncé, notamment à ma présidente, hein, Sybille Veil, qui, d'ailleurs, je devais la voir pour lui parler de tout ça pendant un quart d'heure. Elle m'avait accordé un quart d'heure parce que je crois qu'il y avait un ministre qui venait à France Inter, donc elle voulait quand même aller le voir. Et puis finalement, on a discuté pendant plus d'1 heure. Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait du ministre qui venait, mais elle m'a posé plein de questions intéressantes. Elle a à ce moment-là décidé de signer la charte Autre Cercle. Alors c'est une association qui est géniale parce que
elle essaie de rendre visible l'homosexualité et la transidentité dans les entreprises. Elle l'a signé tout de suite. Et puis surtout, elle m'a dit, écoute, si tu es d'accord pour faire une conférence pour tous les salariés, donc on a organisé ça en visio, elle a décidé de libérer tous ceux qui voulaient venir. Bon, pas ceux qui étaient à l'antenne, mais tous ceux qui voulaient venir pouvaient venir sur leur temps de travail assister à cette conférence que j'ai faite. Et encore une fois, tout le monde me connaissait. Donc, j'ai raconté en fait mon histoire et puis la transidentité. J'ai trouvé ça formidable. Et maintenant, il existe un référent. Donc, je serai dans cette situation aujourd'hui à Radio France, comme dans beaucoup de grosses entreprises. Il existe un référent qui ferait en sorte que tout se passe bien, que l'information se passe et que voilà, cette transition se passe, j'allais dire, presque naturellement, ce que moi, j'ai pas vécu à quelques années près. Voilà. Alors, c'est ce que tout le monde dit à Radio France, c'est toi qui étais un peu la pionnière et qui a permis de faire avancer les choses. Oui, c'est vrai. J'aurais préféré que ça se passe plus mieux pour moi. J'aurais préféré être la 5e, 6e. Bon, voilà, mais bon, voilà, on va pas se plaindre, on va pas réécrire l'histoire, oui. Mais petit à petit, on peut faire avancer les choses, oui. Docteur Chambry, la transidentité a été sortie des maladies mentales, de la classification des maladies mentales en 2019. Alors pourquoi avoir ouvert une consultation pour les personnes trans ? Alors, on a ouvert notre consultation il y a 13 ans, donc on n'était encore pas sur les mêmes référentiels, mais on avait déjà cette idée de la dépathologisation et de la dépsychiatrisation. Mais ce qui nous paraissait important, c'est qu'on sait qu'au cours de l'adolescence, c'est une période où se révèle justement son vécu identitaire, où on interroge ses référentiels et on avait été très surpris de voir que dans d'autres pays que la France, eh bien, il y avait des équipes qui étaient formées à accompagner ces jeunes, alors que en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, c'est un sujet dont on ne parlait jamais, qui n'existait pas. Et quand on parlait avec les collègues, est-ce que tu as déjà rencontré un adolescent ? On disait non. Non, je n'ai jamais rencontré, donc ça ne doit pas vraiment exister. Ça, c'est une histoire d'adulte. On avait une représentation que chez les adultes, ça existait. Mais ce qui nous a évidemment alertés, c'est le fait qu'on sait que les adolescents qui ont ces questionnements et qui n'ont pas d'espace pour pouvoir les déployer, le risque de repli sur soi, de refus scolaire anxieux, d'idées suicidaires est très important. Et au départ, il y a 13 ans, c'était toujours dans un contexte dramatique que les choses se révélaient. Et là, il fallait pouvoir intervenir. Et c'est vrai que pour beaucoup de parents au départ, il y avait l'idée, la parole du psychiatre, c'est que ça représente une forme de norme. Et quand un psychiatre dit ce n'est pas psychiatrique, ça a une valeur beaucoup plus forte encore auprès des parents que quand c'est Monsieur Tout-le-Monde qui le parle, parce que là, c'est de la place du professionnel qu'on l'évoque. Mais ça a demandé d'abord un gros travail sur soi. Je pense que ça explique, parce qu'on a quand même énormément intériorisé l'idée pénis égale homme, vagin égale femme, on est obligatoirement un homme, on est obligatoirement une femme. Et de déconstruire ces représentations, ça demande un effort sur soi, parce qu'on a l'impression qu'on est à l'aise dans un monde où tout est bien rangé. Et là, il va falloir revoir toutes les catégories, alors même, et je pense que c'est pris dans ce mouvement de société, de prise de conscience sur les stéréotypes de genre, l'idée que là, effectivement, il y a des personnes qui ont du plaisir dans certains stéréotypes de genre, d'autres pas, et qu'on puisse s'autoriser à se penser en toute liberté. Je peux être fille et aimer le foot, je peux être garçon et aimer me mettre du vernis, et au fond même, est-ce que j'ai l'obligation de me penser homme ou fille ? Est-ce que je peux me penser avec une diversité à l'intérieur de moi, avec une neutralité ? Et donc c'était donner vraiment un espace pour que les adolescents puissent mettre des mots, et surtout qu'on ne pense pas à leur place, mais qu'ils s'autorisent à pouvoir trouver les mots qui les aident à se penser. Développer le cas individuel, voilà. La subjectivité. Et parce que c'est vraiment ça qu'on a découvert. Là, moi, ça fait 200 patients que j'ai suivis actuellement, c'est qu'il n'y a aucun parcours typique. Il n'y a aucun parcours typique, et qu'on ne peut pas enfermer la transidentité non plus avec la souffrance psychique. Oui, il y a des personnes trans qui souffrent, mais il y a aussi des personnes trans qui ne souffrent pas, mais qui souffrent du regard qu'on porte sur eux
et de la difficulté à pouvoir s'affirmer. C'est vrai que souvent on nous dit mais voilà, mais tu te rends compte, tous ces adolescents, comment ça se fait qu'avant on n'en voyait pas et que maintenant on a des demandes. À partir du moment où un sujet n'est plus censuré, eh bien on peut s'autoriser à penser quelque chose de son identité sans tout de suite le ramener à une norme et encore à la folie. Voilà, c'est-à-dire que finalement je me questionne, est-ce qu'il y a du féminin en moi ? Et est-ce que je peux en parler avec les autres sans que tout de suite on me renvoie soit t'es une tapette, soit t'es complètement fou. Donc il n'y a pas, comme on l'entend parfois, d'épidémie de transgenre. Non, il y a juste une liberté de parole. Et d'ailleurs, on le voit avec des adolescents qui vont garder une certaine fluidité dans leur identité et qui n'ont aucune idée de s'engager dans un parcours futur d'hormones ou de réassignation chirurgicale, qui testent, qui vivent cette expression. Et puis certains, effectivement, qui ont une vraie souffrance dans la relation à leur corps et qui demandent à pouvoir être accompagnés et qu'on puisse soulager cette souffrance, tout en sachant que comme on sait que la fluidité va rester un certain moment dans sa représentation, comme l'a redit Béatrice, effectivement, chez l'enfant qui n'a pas commencé la puberté, on ne s'engage pas dans des soins qui pourraient avoir des conséquences négatives à long terme. Et c'est pourquoi il n'y a aucun traitement hormonal, médical, chirurgical qui est mis en place chez l'enfant. Ça, je tiens à le rassurer sur cette question-là. Racontez-nous justement quelles sont les possibilités de faire une transition médicale quand on est enfant, adolescent, jeune adulte. Comment ça se passe ? Qui décide ? Comment ça se décide ? Et qu'est-ce qui est possible de faire ? Donc, alors, dans la consultation, on prend toujours un temps d'abord avec l'enfant, l'adolescent, pour qu'il puisse dégager sa parole sans la présence de ses parents, sans la présence des adultes qui le connaissent, et qu'il puisse vraiment prendre le temps de nous expliquer ce qu'il vit. Nous, on va surtout travailler sur l'idée de comment on peut t'aider à aller le mieux possible, dédramatiser la situation, et au fond ce qu'on lui cède, c'est d'avoir une vie la plus banale possible, c'est-à-dire que voilà, que finalement être trans ne ferme aucune porte, aucune possibilité de futur, parce que des fois on a eu des parents au tout départ il y a 13 ans qui disaient mais vous vous rendez compte, il voulait faire médecine, il pourra plus faire médecine. Ah bon, mais pourquoi comme un papa m'avait dit, parce que c'était les représentations sociétales, il pourra vous dire merci quand il sera plus au bois de Boulogne. Voilà, c'était ah oui, les premières consultations, c'était extrêmement violent dans les représentations et qui témoignait la peur des parents d'être confrontés au regard social, c'est-à-dire que va penser ta grand-mère, que va penser les voisins, et donc de déconstruire tout ça. Et finalement, c'est peut-être de là dont vient la souffrance tout à fait, peut ressentir pour une grande partie. Et parce qu'en fait, l'adolescent va être dans un moment de devoir s'affirmer. C'est important pour lui qu'on accueille sa parole sans la remettre en question. Et c'est ça, au départ, qu'on a beaucoup reproché à certains psys, c'est que finalement, on lui dit « Ah, mais pourquoi ?» Alors qu'au fond, lui, ce qu'il veut entendre, bah oui, d'accord, tu te sens garçon, tu te sens fille, bon, et voilà, et alors, comment je peux t'aider dans ce qui pose problème dans ta vie du quotidien? Et c'est ça qu'ils attendent, et pas une approche pathologique qui viendrait dire tu dois réfléchir sur pourquoi tu ressens ça, sous-entendu que ceux qui ont un pénis et se sentent hommes, eux, ils n'ont rien à réfléchir, c'est une évidence, mais toi, tu as l'obligation de réfléchir. Et donc, il a fallu déconstruire ces représentations dans les équipes pour accueillir ces paroles, avoir confiance dans la parole du jeune. Et comme me disait un papa, alors moi, mon adolescent, il vous raconte ce qu'il veut, et vous dites, je le crois. Ben oui, c'est tout à fait comme ça. Je ne remets pas en question sa parole, et on va réfléchir dans le quotidien comment on peut l'aider à aller bien. Alors, effectivement, il y a ceux qui débutent une puberté, qui entraîne des angoisses massives, de ne pas supporter ces premières transformations pubertaires, au point de ne pas oser sortir de chez soi, de ne plus être disponible pour apprendre, avoir des idées suicidaires, avoir envie de mutiler son corps. Et quand il y a un tel niveau de souffrance, on va proposer ce qu'on appelle un blocage de la puberté,
qui est en fait de permettre de suspendre la puberté un temps pour que l'enfant qui devient adolescent puisse assumer, penser le futur qu'il souhaite vivre, et en sachant que c'est un traitement qui est réversible, qui ne doit pas être banalisé, parce que c'est pas rien, puisque ça va me mettre en décalage par rapport aux autres enfants de ma classe d'âge dans mes transformations corporelles, mais ça me permet de prendre le temps. Et puis, ça permet aux parents aussi de comprendre ce qui se passe, de pouvoir accepter ce qui se passe chez leur enfant, avec des choses qui sont très, très difficiles, qui évidemment bousculent, et avec des mots qui peuvent être très douloureux. Par exemple, certains parents vont dire « Ah bah oui, nous, on va te soutenir, on t'aime, mais il faut qu'on fasse le deuil de l'enfant qu'on avait avant. » Alors que l'enfant, lui, il vit une continuité de ce qu'il a été. Il ne vit pas à un moment, je suis mort et je suis devenu quelqu'un d'autre. Et aussi modifier les représentations. Il n'y a aucun choix dans ce parcours. J'entends toujours, ah ben voilà, c'est l'enfant roi, il n'a pas de limite. Mais non, ces enfants ne le vivent pas du tout comme un choix. Je crois que s'ils avaient eu des choix, ils n'auraient pas forcément choisi celui-là, qui est quand même un moment de décalage par rapport à toutes les représentations qu'on peut avoir. Donc, effectivement, il y a cette possibilité du blocage pubertaire quand il est nécessaire. Qui n'est pas la majorité des parcours. Et je tiens à dire, par exemple, que sur 10 ans, pour toute l'Île-de-France, nous avons accompagné 40 situations de blocage de puberté. Ça aussi, c'est pour lutter contre les représentations. On sauterait sur les enfants et que, voilà, dès qu'un enfant, allez hop, on lui prescrit le blocage de puberté. Il y a tout un temps d'accompagnement, tout un moment aussi d'éducation des parents sur une représentation qu'on peut avoir. C'est d'accepter que, effectivement, dans son vécu identitaire, on n'est pas aliéné à nos organes génitaux dans notre construction identitaire et que ce n'est pas pathologique. Et ça, il y a encore tout un travail à faire, même chez certains collègues qui ont encore beaucoup de mal à lâcher cette notion-là, d'autant plus qu'il faut accueillir la parole de l'adolescent et ne pas forcément lui demander de nous convaincre. Parce que si on va sur l'idée « tu dois me convaincre que tu es un garçon » ou « tu dois me convaincre que tu es une fille », eh ben, on interpelle les stéréotypes de genre. C'est-à-dire finalement, si moi je me présente à vous en ayant un look un peu masculin, mais que je viens vous dire que je suis une fille et pour moi c'est important d'être perçu en tant que fille, alors je vais lui dire quoi ? Ah bah, quand tu auras les cheveux longs, tu te seras maquillée, alors là je vais t'accompagner. Vous voyez un peu le ridicule de ces situations, à tel point que même le concept de dysphorie de genre qui a été conçu aux États-Unis et qui était une tentative de progrès par rapport à la notion de psychiatrisation, et si on lit les critères, c'est vraiment très ridicule. On parle de vêtements typiques, de rôles typiques, et on voit bien combien c'est difficile. Alors, il y a des adolescents qui le disent, moi, je suis un homme binaire ou une femme binaire et j'aime les stéréotypes de genre. Bon, bah, très bien, pourquoi pas. Et d'autres qui vont avoir des présentations très différentes. Et encore une fois, nous, notre souci, vraiment, c'est de dire, mais comment tu vas pouvoir vivre ta vie d'adolescent sans être enfermé dans ta transidentité? Parce que le risque, ça serait ça. C'est-à-dire que je ne peux parler qu'à des gens trans, je ne vivrai que dans un univers, voilà, comme on a pu entendre dans le passé, des gens qui disaient, bah voilà, j'ai été artiste parce que finalement, c'était le seul milieu qui pouvait m'accepter. Voilà, mais de dire, bah non, mais ne t'interdis rien si tu veux être jardinier, si tu veux faire Sciences Po, si tu veux faire médecine. Béatrice, vous avez fait Sciences Po. Vous êtes enseignante à Sciences Po. Tout est possible. Et bien sûr, d'accompagner les parents pour qu'ils puissent accueillir cette parole, parce que ça, on le voit dans le groupe de patients. Effectivement, si on garde ce sentiment d'être compris dans sa famille et investi dans sa famille, même si parfois ça peut être douloureux pour certains parents, mais qui vont faire ce travail sur eux-mêmes, et de voir cet enfant qui trouve sa place, qui a des projets, qui s'investit dans le futur, en général, c'est ça qui va quand même beaucoup rassurer. Donc, pas de parcours typique, pas forcément de souffrance psychique. Alors, parfois, elle existe. Parfois, on peut avoir un regard sur soi extrêmement douloureux, une difficulté à assumer ce qu'on vit de soi-même par rapport aux idéaux qu'on a investis.
Parfois, c'est très lié au regard environnemental. Et là, il y a d'énormes différences en fonction des milieux, des territoires, des parcours. Évidemment, alors voilà, une jeune fille qui se virilise va être parfois donc un jeune homme trans qui a été assigné fille à la naissance. C'est parfois mieux accepté dans un environnement qu'une jeune fille assignée garçon, où là, on a des situations de violence plus à risque dans certains milieux. Donc on va vraiment être sur des réalités très pragmatiques d'accompagnement. On va intervenir dans les écoles, parfois dans les formations professionnelles. On réfléchit vraiment pour aider la personne dans le quotidien. Et effectivement, on va parler plus d'un accompagnement que vraiment un suivi psychiatrique pour soigner quelque chose. À aucun moment, on n'est traversé l'idée d'une thérapie de normalisation, que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire vraiment découvre qui tu es et préparons-nous à ta vie d'adulte et ce que tu sens qui est bon pour toi. Avant de donner la parole à Irène Théry, une dernière chose, on entend parler de détransition. Est-ce que c'est une réalité ? Alors, là, c'est vraiment un gros souci parce que c'est la question que posent les parents. C'est-à-dire, est-ce que là, ces décisions qu'il prend à 12 ans, qu'on prend avec lui à 12 ans, à 16 ans, est-ce que c'est des décisions qu'il va regretter quand il en aura 25 ou 30 ? Et c'est donc une réalité importante. Dans les chiffres dont nous disposons, on a très peu d'études. C'est rare. Et ça, je tiens à le dire, c'est rare. Par contre, on ne peut pas exclure que ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, parce que moi, sur les 200 patients, j'ai un patient qui regrette, alors qu'on avait pris toutes les précautions, tout l'accompagnement qu'on fait habituellement. Mais là, il y a une vraie question qui se pose. C'est, est-ce qu'il regrette parce qu'au fond, les choses sont différentes de ce qu'il pensait ? Ou est-ce que l'expérience de sa rencontre avec les autres dans sa transidentité a été tellement douloureuse qu'il y a quelque chose, c'est trop dur d'être trans, finalement, ça va être plus simple de revenir à ma situation d'avant. Et ça, il y a une vraie réflexion à avoir, parce que pour cette personne qui était devenue adulte, c'est vrai qu'elle avait beaucoup combattu pour s'affirmer en tant que garçon, mais au moment, à 22-23 ans, où elle a commencé à investir sa vie amoureuse, qu'elle n'avait pas fait auparavant, la rencontre avec l'autre, donc c'était un garçon trans qui était attiré par les filles, la difficulté de se présenter dans ce corps particulier, puisque effectivement avec une apparence masculine mais sans pénis, et la rencontre du regard de l'autre dans une possibilité amoureuse a été extrêmement douloureux et a participé à son envie de retour. Qu'on peut aussi accompagner. Voilà, donc c'est rare, on ne peut pas l'exclure, et il va falloir réfléchir avec la personne quelles sont au fond de lui-même les dimensions qui l'amènent à ce renoncement. Irène Théry, vous avez étudié les transidentités, je dis bien au pluriel, dans différentes civilisations, dans différentes temporalités. Qu'est-ce qui est commun finalement ? Non, je tiens bien à dire ici que je ne suis pas là au titre d'une spécialisation sur la question des transidentités. Pas du tout. Je suis une sociologue qui travaille depuis 30-40 ans maintenant sur les transformations de la parenté et du genre. Et donc, comme vous l'avez dit, qui a suivi de près et a participé et analysé aussi les débats sur le PACS, le mariage pour tous, la PMA pour toutes. La filiation. Et la question de la filiation. Et donc, toutes ces transformations que nous vivons dans nos sociétés depuis que nous tentons de nous émanciper de ce que nous a légué notre passé. Et dont on pourrait dire en deux mots que c'était un passé, par exemple, incarné par le Code Napoléon, qui était fondé sur le principe de la hiérarchie des sexes, et pas seulement, mais aussi du fait que cette hiérarchie était fondée sur la nature des hommes et la nature des femmes, et donc un modèle qui avait transformé ce qu'on appelle aujourd'hui les personnes transgenres en malades mentaux, et ce qu'on appelle les personnes intersexes en monstres. Voilà, donc c'est un ensemble dont nous sommes héritiers, dont nous essayons aujourd'hui de nous émanciper en
en essayant de dépasser tous les préjugés qu'il y avait dans ces affirmations, dans cette construction sociale, dont je tiens à dire, donc ça fait un tout, c'est-à-dire que il faut pas, on peut pas. Il y avait la situation des femmes, la situation des personnes trans, la situation des personnes intersexes, la situation évidemment aussi des personnes gays et lesbiennes qui étaient rejetées du côté de la pathologie. Tout cela faisait un ensemble, et c'est de cet ensemble, cet ordre sexué et sexuel, que nous essayons aujourd'hui de nous émanciper au profit d'une vision à la fois plus juste, plus vraie, et en même temps plus respectueuse de chacun et de ce qu'il est. Alors moi, je suis de près, depuis longtemps, tout ce qui se fait sur la question trans, bien sûr. J'ai co-organisé avec mon amie Laurence Hérault, qui est une vraiment spécialiste des transidentités, par exemple, le premier colloque en France sur l'expérience transgenre de la parenté. C'était après l'affaire qu'on a appelée Thomas Beatty. C'était en 2011. Vous voyez, donc je suis les choses... un petit peu. Thomas Beatty, qui donc est un homme trans, qui a été connu pour avoir porté plusieurs fois d'ailleurs un enfant pour son couple. Donc parce qu'il avait fait sa transition sans être stérilisé. Et donc c'était un moment de changement où la stérilisation aux États-Unis n'était plus imposée comme une condition, ce que ça a été pendant longtemps, il faut quand même le rappeler, comme une condition de pouvoir obtenir un changement d'état civil. Qui a été retiré en 2016 en France. Et évidemment, c'est important de se souvenir de cette histoire parce que si on prenait le parcours de transition de Thomas Beatty, c'était pas du tout absurde, enfin, c'était pas impensable de penser que une personne qui était née dans un corps féminin, qui avait pu faire une transition sans être stérilisée, qui était donc capable de procréer avec ses forces procréatrices féminines, pouvait porter un enfant tout en ayant une identité sociale d'homme. Et donc, ça nous paraissait important de parler à ce moment justement de parcours trans pour que l'idée « un homme enceint, mais c'est absurde », etc., pour sortir de l'idée « c'est n'importe quoi ». Or, si je suis là ce soir, c'est que j'ai le sentiment que depuis quelques années, et surtout les 2-3 dernières années, nous sommes dans une phase de régression du débat social qui m'inquiète énormément. Et c'est plutôt pour parler du débat social que pour parler des transidentités, du débat social de transidentité que je suis venue. Il se trouve que j'étais membre du conseil scientifique de la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et que, à ma stupeur, je dois le dire, nous avons vécu pendant presque un an un non-débat sur la question trans que je n'aurais jamais imaginé vivre. Nous étions dans ce conseil scientifique, donc à titre de différentes compétences, et par exemple, 7 personnes qui étions en titre de nos compétences sur les questions LGBT. Et tout ça a été très bien, voilà. Et commence une offensive sur le fait qu'il fallait lancer l'alarme sur ce qui se passait de très grave, sur les mineurs trans, etc. Donc je vous passe les détails. Pas une réalité. Je passe les détails. Je ne vais pas raconter ce qui s'est passé dans notre conseil scientifique, mais je dirais une chose quand même que je tiens à dire publiquement, puisque maintenant ce conseil scientifique a été dissous, c'est que toutes les personnes dans ce conseil qui étaient au titre des questions LGBT, nous nous sommes parlé, nous avons toujours parlé d'une seule voix, en disant une chose très simple, nous sommes un conseil scientifique, la première chose qu'on doit faire, c'est de parler du fond. Il se dit des contre-vérités, vous venez de le rappeler, il se dit des choses totalement fausses, nous le savons, nous pouvons informer nos collègues du conseil scientifique, dont la majorité n'était pas sur ces sujets. Vous ne connaissez pas ce sujet. Il y a très peu de personnes trans. C'est un sujet un débat qui n'a pas pris sa forme en France. Écoutez-nous. Et nous avons demandé unanimement qu'il y ait une réunion assez rapide du conseil scientifique pour parler. Et nous avons proposé aussi qu'à terme, un groupe de travail soit élaboré pour qu'on ait le temps de recevoir des personnes, des spécialistes, etc., pour approfondir en disant on n'a pas la science infuse sur ces sujets, mais on a des données, on a des informations, il faut défaire, en tout cas, la désinformation qu'il y a. Nous n'avons jamais pu avoir gain de cause. Nous n'avons pas pu avoir 1 heure de discussion
Alors, je précise, parce qu'on va nous entendre sur les réseaux sociaux, que ça n'est absolument pas lié à la déléguée Sophie Élyséon de la DILCRA, ni à la DILCRA dans son ensemble, qui, au contraire, a tout à fait été parfaite dans la défense des personnes trans sur cette affaire. Ça n'est pas ça. C'est à l'intérieur du Conseil scientifique où il y a eu par 2 fois une offensive pour essayer que nous prenions position, en quelque sorte, dans un débat, dans cette offensive qu'il y avait, qui consistait à dire il se passe aujourd'hui quelque chose de très grave dans vos services, monsieur le professeur, et dans d'autres, où justement des jeunes mineurs sont poussés dans une sorte de voie qui va les entraîner vers des modifications irréversibles de leur corps, alors même qu'ils ne sont pas consentants, etc. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai été interloquée. Je n'aurais jamais pensé vivre ça. Et puis surtout, je ne comprenais pas quelque chose qu'on peut voir aussi, d'ailleurs, à travers tout un ensemble de pétitions qui existent aujourd'hui. C'est comment des personnes que je pensais plutôt progressistes, plutôt ouvertes, plutôt de gauche, si on veut, voyez, plutôt rationnelles, comment se faisait-il qu'on les entende tenir des discours qu'on avait l'habitude d'entendre plutôt chez des personnes très différentes. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Oui, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Je pense qu'il faut arriver à faire une analyse du débat, mais je vois très bien que ce qui est au cœur de cette offensive, justement, c'est ça, je le dirais en 2 mots, c'est-à-dire que ce qui s'est présenté au départ, et ça, c'est important de le rappeler parce que moi, je comprends que ça ait de l'écho quand on se présente simplement comme une personne prudente. Ce qui s'est présenté comme, écoutez, il y a un développement très important de la transidentité chez les jeunes. Pourquoi cette explosion? Peut-être cette explosion serait-elle due à une influence des transactivistes sur les réseaux sociaux, chez des jeunes qui sont fragiles, etc. Donc il y a une explosion. Et à la faveur de cette explosion, qui est peut-être totalement artificielle, parce que pourquoi tout à coup y aurait-il cette nouveauté, disent ces personnes, voilà qu'il faut alerter sur le fait qu'un nombre de plus en plus important de mineurs seraient soumis à des traitements hormonaux, chirurgicaux, donc tout ce discours dont vous venez de rappeler qu'il n'était pas fondé, et alors que se multiplient à l'étranger, justement, les critiques, et en particulier du fait de la prise de parole de très nombreux détransitionneurs, etc. Voilà, donc, ce discours-là, s'il est présent, quand il se présente comme un discours de prudence, les gens disent bah oui, il vaut mieux être prudent. Comment voulez-vous que moi, a priori, on me dirait je tiens un discours de prudence, je dis bah oui, il vaut mieux être prudent. C'est effectivement un enfant, un adolescent, c'est pas un adulte. On a charge de, voilà. Mais Docteur Chambry, je pense que vous êtes prudent vous-même. Voilà, mais justement, ce que l'on savait et ce que je savais, comme tous ceux qui connaissent un peu le sujet. Je ne dis pas qu'ils en sont des spécialistes, mais qu'ils le connaissent quand même suffisamment pour ne pas tomber dans ce genre de panneau, c'est que ça ne correspondait pas à la réalité. C'est ce que nous souhaitions dire à nos collègues que nous n'avons jamais pu dire. Alors, qu'est-ce que j'ai aperçu, moi? C'est que derrière... Donc, j'ai fait une étude du débat. Voilà. C'est à ce titre-là que je suis là. Pour le débat social, comment il a évolué. Il s'est passé quelque chose, je pense, ces dernières années, c'est que nous étions en fait sur un certain récit collectif assez simple. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a des personnes trans, qu'on appelle dans notre langage aujourd'hui transgenre, dans de très nombreuses sociétés, peut-être dans toutes, en tout cas dans de très nombreuses sociétés. Et il y a des sociétés où ces personnes sont acceptées, ont une place. Ça, en travaillant depuis des années sur les questions de genre avec des collègues anthropologues, spécialistes en particulier de Polynésie, des îles Samoa, etc., comme Serge Cherkezov, nous connaissons très bien, et nous avons travaillé longtemps sur la question des rérés, des fa'afafine, etc., des hommes qui vivent à la manière des femmes, par exemple, si on veut traduire les termes, bon, et qui ont une place dans certaines sociétés. Il se trouve que dans la nôtre, les personnes qui empruntaient, on va dire, l'identité de l'autre genre, le statut de l'autre genre, ont été profondément et pendant longtemps totalement réprimées.
Il faut lire le livre de Sylvie Steinberg sur l'histoire du travestissement. Le simple fait de porter des habits d'homme pour une femme, ou encore plus de femmes pour un homme, de se présenter dans le statut de l'autre genre, a été totalement banni par la religion chrétienne. Donc ça, il y a toute une tradition théologique sur ce point, c'est-à-dire l'idée que c'était se présenter d'une façon fausse, si vous voulez, alors que Dieu vous a fait autrement, etc. Donc l'interdiction du travestissement avec des punitions qui vont très loin et qui touchent des situations, là encore, très diverses, qui vont jusqu'au fait de ne pas enterrer les comédiens, simplement parce qu'ils prennent les habits de l'autre sexe, qu'ils sont dans le factice, etc. Donc toute cette idée, c'est du faux ou c'est du vrai. Ça a pesé très lourd chez nous, évidemment. Et puis, quand on est entré dans la modernité, ça n'est plus au nom de Dieu, de la vérité de Dieu, de la nature dont Dieu vous a fait, etc., qu'il était interdit d'emprunter ou d'adopter ou de se revendiquer d'une identité de l'autre genre ou d'un statut de l'autre genre. Ça a été au nom, cette fois, d'une pathologie. C'est la science moderne qui a remplacé, on va dire, la disqualification comme un blasphème, comme une atteinte à Dieu, par l'idée, c'est des personnes malades mentales. C'est des hommes qui se prennent pour des femmes, il y en a d'autres qui sont des fous qui se prennent pour Napoléon, c'est la même psychose, etc. C'est à peu près ça, si on simplifie. Donc, nous pensions que tout cela était derrière nous, qu'il y avait je ne sais plus combien d'études, de travaux, vous les avez évoqués, qui nous avaient sorti de cette pathologisation, et qu'on allait progressivement vers un respect de parcours tel que celui que Madame vous avez décrit. L'idée, voilà, vous ressentez comme une femme, vous souhaitez vivre dans le statut d'un genre féminin. Ça n'est pas une maladie. Ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas n'importe quoi, et on peut expliquer pourquoi. Et donc, nous étions vers une démarche de respect des droits de la personne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Eh bien, ce qui s'est passé récemment, c'est que on a vu, à partir du mariage pour tous, ça a un peu commencé là, mais ça s'est aggravé ensuite, l'idée qu'il y avait une explication à tout ça, et qui était une explication idéologique et politique. C'est l'idée de la fameuse dite théorie du genre. La théorie du genre, qui a été plutôt créée par l'Église, au moment, qui a été avancée par l'Église au moment du mariage pour tous, pour refuser le mariage pour tous, et puis qui était consisté à dire... Mais oui, alors aujourd'hui, vous comprenez, alors deux femmes qui veulent l'homoparenté, alors ce serait deux femmes qui veulent faire croire à un enfant qu'elles peuvent faire un enfant de leur lit. On ne ment pas aux enfants, on a entendu ça dans les manifestations. C'était un slogan, on ne ment pas aux enfants. Donc une interprétation de l'homoparenté comme une maladie mentale, ou une maladie plutôt idéologique. Par idéologie, on voudrait s'émanciper des corps masculins et féminins, etc. Et évidemment, les lesbiennes disaient, mais quel est ce discours ? On ne ment pas aux enfants. Si on recourt à une PMA avec un tiers d'honneur, on va pas aller raconter à l'enfant que on a fait l'enfant toutes les deux dans notre lit en faisant l'amour. Et c'était même tellement fou que pour des personnes comme moi qui travaillent sur l'engendrement avec tiers d'honneur depuis longtemps, c'est quand même assez facile de dire, les seuls couples qui ne mentent jamais aux enfants sur le recours à un tiers d'honneur, c'est les couples de femmes. On n'a jamais rencontré un seul qui est menti. Par contre, on avait un système biomédical dans lequel, effectivement, le recours aux dons, tout avait été organisé pour qu'il soit masqué, pour qu'il soit caché, et il y avait eu une véritable incitation de la part du pouvoir biomédical auprès des personnes à mentir aux enfants. On était allé très loin dans le mensonge. Donc vous voyez un peu où on en était d'inverser les choses. C'est-à-dire au moment où les couples de femmes révélaient quelque chose de notre système commun qui était très simple. Nous organisons depuis 1973 des engendrements avec un tiers d'honneur et nous le masquons et nous faisons
croire aux enfants que leur père stérile est leur géniteur, en prenant un donneur qui a le même groupe sanguin, ce qui n'a aucun autre intérêt et sens que de permettre qu'en classe de 3e, l'enfant ne se doute de rien, etc. Quand on avait... Donc, les lesbiennes révélaient le poteau rose, on va dire, de notre système mensonger. C'était elles qu'on accusait de vouloir mentir aux enfants. Donc, à partir de là, j'arrive au débat actuel. Quel est le passage qui s'est fait entre ce moment-là, cette théorie du genre, et la façon dont cette idée est reprise aujourd'hui? C'est que cette idée de la théorie du genre est au cœur d'une nouvelle offensive, mais qui a pris une forme inédite. C'est une offensive politique qu'on peut simplifier en disant, voilà, c'est la critique de ce qu'on appelle le wokisme. Donc, il y a un livre, par exemple, qui est très, très... Tout le monde peut lire, La religion woke, de Jean-François Bronstein, qui est entièrement construit sur l'idée, le cœur du wokisme, c'est le transgenrisme. Et alors, le transgenrisme, pour dire en 2 mots, c'est la théorie du genre. Donc, c'est-à-dire, on n'accuse plus les personnes transgenres d'être des malades mentales ou des pathologiques. On les accuse d'être des fous de l'idéologie. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, par idéologie, mais une idéologie hors d'elle-même, une idéologie folle, si je veux dire, considéreraient que, après tout, on est un homme. Alors, je vais faire un geste désagréable, mais parce que c'est comme ça qu'ils pensent. On est un homme, tac, je suis une femme, tac. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est comme ça qu'ils écrivent. Quand vous dites « je me ressentais femme », tac. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, c'est ça leur discours. Oui. Et donc ils accusent les personnes transgenres d'être en fait des suppôts, on va dire, d'une idéologie woke qui veut s'émanciper de tout rapport au réel. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean-François Bronstein. Il y a des passages absolument insensés à lire, même pénibles à lire, tellement ils sont accusateurs et violents. Et donc, où ces personnes donc, ont décidé par folie, de la volonté, puisque chacun peut faire ce qu'il veut, au fond. Le genre, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on veut. Chacun peut décider à volonté. C'est donc tout le contraire de l'expérience dont vous parlez, et l'un et l'autre, qui est une expérience où on n'est pas dans le choix. On est dans un travail par rapport à quelque chose qu'on ressent. Et là, c'est au contraire l'idée... c'est l'idéologie de chacun fait bien ce qu'il veut, le sujet roi, donc on reprend tous ces thèmes, et donc le wokisme aurait dans son cœur le transgenrisme comme une façon de dire il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, puisque chacun finalement décide ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Vous sentez que vous êtes un homme, hop, vous êtes un homme. Vous sentez que vous êtes une femme, hop, vous êtes... Donc les mots n'ont plus de sens. Donc l'accusation n'est pas simplement de dire les personnes trans sont des personnes qui s'émancipent de la réalité. Pour eux, il n'y a plus de... C'est ce qu'ils affirment. Je reprends leur discours. Il n'y a pas de corps masculin ou féminin. C'est juste un matériau à transformer, etc. Il y a des consciences, des consciences pures qui décident ce qu'elles veulent, sans aucun contrôle, puisque, évidemment, c'est leur ressenti intérieur, et qui exigent des autres qu'elles acceptent leur ressenti intérieur, quoi qu'ils en aient, et donc ils accusent ces personnes non seulement d'être, on va dire, dans une espèce d'hubris de volonté, mais d'imposer à tous leur discours. Donc c'est là où le discours est d'une violence extrême. Et c'est un discours de violence non contre les adultes, et non pas contre les enfants. Oui, c'est important de le dire. Qui disent les transgenres sont des personnes qui sont contre les femmes, parce que, mais c'est ce qui est écrit, parce que justement, les femmes qui pensent qu'il y a un rapport entre le fait d'être une femme et d'avoir un utérus et d'avoir un corps féminin, ah ben non, elles n'avaient pas le droit de penser ça. Donc, il faudrait choisir où on a de l'empathie pour les personnes trans, où on a de l'empathie pour les femmes. En tout cas, les personnes trans sont présentées, en particulier les femmes trans. Quand une femme trans dit, comme vous venez de le dire, madame, je suis une femme, bien sûr, vous avez le statut féminin, vous avez un état civil féminin, vous êtes une femme. Ah ben, ce serait une insulte et pour les autres femmes que nous appelons cisgenres, et ce serait également contre
contre les gays et les lesbiennes, etc., etc. Donc, et ce serait un mouvement, toujours je le cite Jean-François Bronstein, finalement, qui nous obligerait tous à sortir d'un sentiment de la réalité pour entrer dans un monde de fiction purement soumis à la volonté. Voilà, alors, ce que je veux dire, c'est que, et je m'arrête là, si vous voulez, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes calmes qui se réfèrent à la psychiatrie ou à la psychanalyse et qui disent « nous nous bornons à appeler à la prudence hein, et qu'on écoute, c'est-à-dire bien sûr il faut être prudent, etc. » Quand ils font des observatoires dans lesquels justement dans leur comité scientifique on ne trouve pas d'autres personnes prudentes, mais on trouve des idéologues purs et simples qui développent à longueur de livres des analyses violemment transphobes, je le dis, violemment transphobes. Quand on accuse les personnes trans de tout ce dont je viens de parler, ça s'appelle de la transphobie, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, on ne doit pas s'étonner que ça pose un problème aux personnes concernées. Vous citez un observatoire qui s'appelle l'Observatoire de la Petite Sirène. Voilà. Et donc, dans lequel il y a donc dans le conseil scientifique plusieurs personnes qui ont écrit des livres de dénonciation de wokisme, et donc cette nouvelle attaque. Voilà. Et ce qui est, excusez-moi, je termine là-dessus, très troublant, c'est qu'on avait l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais ça venait de secteurs qu'on considérait comme hyper catholiques, hyper religieux, d'extrême droite, etc. Et là, voilà que c'est ça qui pour moi, est atterrant, c'est tragique. On entend des gens qu'on croyait progressistes, qu'on croyait ouverts, qu'on croyait attachés aux droits humains, à l'égalité, qui entonnent ce discours anti-woke au nom de quoi? La laïcité, la raison, la science. Alors là, vraiment, je pense qu'il est temps que nous déconstruisions en commun le débat social. Hein. Vous avez rappelé, à juste titre, votre expérience de personnes concernées, votre expérience de médecins concernés. Moi, je dis, nous avons un devoir collectif de déconstruire le débat dans lequel nous sommes plongés, qui fait un mal énorme à des personnes qui sont déjà très fragilisées. Je ne suis plus au conseil scientifique de la DILCRA parce qu'il n'existe plus à cause de cette offensive qu'il y a eu en son sein. Mais j'admire la DILCRA, je soutiens la déléguée et je dis, nous avons énormément à faire. Il y a des discriminations, des violences, de la haine contre les personnes transgenres. C'est ça notre priorité. Et en tout cas, moi, comme sociologue, je ne peux pas être insensible à ça. C'est une offensive destructrice à laquelle nous assistons depuis 2-3 ans. Elle s'aggrave et elle s'aggrave en prenant le prétexte de la défense des enfants. Merci beaucoup. Pour aller dans votre sens, je rappelle aussi que cette offensive a abouti à des lois qui restreignent la possibilité pour des personnes trans de s'exprimer dans d'autres pays que la France. Je pense notamment à la Pologne, à la Hongrie, aux États-Unis, prenant exemple sur la Russie. Mais Jean Chambry, j'aimerais savoir si ce discours qu'on entend très offensif contre la transidentité, est-ce que ça se ressent dans les consultations que vous menez? Est-ce que les enfants sont touchés par ces discours-là? Alors, c'est-à-dire que les adolescents qui viennent nous voir, ils sont dans un premier temps effectivement inquiets de nous rencontrer, liés à ce discours. Ils se demandent sur quel professionnel ils vont tomber et ils sont très vite rassurés et soulagés. Et finalement, à l'adolescence, on a aussi une idée que les adultes, parfois, ils ont bien du mal à comprendre certaines situations. C'est-à-dire qu'on voit dans des groupes d'adolescents où ils disent à juste titre, mais nous, on n'a pas de soucis avec les questions de genre. C'est vous, adultes, qui avez des soucis. Mais moi, mon pote, il est comme ça, voilà. Et il y a une certaine ouverture, et c'est encore plus vrai du côté des enfants qui ont une liberté à penser les choses. Mais alors, effectivement, du côté des professionnels, et ça, c'est plus là, c'est-à-dire que effectivement, ce discours va inquiéter les parents.
et de sentir des parents inquiets, c'est jamais très bon pour l'enfant. On est très sensible, on a besoin d'avoir de parents qui puissent nous accompagner en ayant une représentation d'un avenir possible, rassurant, et de pouvoir se dire voilà, tu vas pouvoir vivre ce que tu sens être et être accepté. Et c'est vrai qu'il y a moi, ce que je ne comprends pas beaucoup dans notre pays, c'est on a des positions contradictoires sur la question de la parole de l'adolescent ou de la parole de l'enfant. À certains moments, il a le droit de s'exprimer. Alors là, oui, il faut tenir compte. Alors, on n'a pas toujours tenir compte, hein, c'est un autre sujet, mais la question des abus sexuels, voilà, etc. Alors maintenant, quand même, on commence à dire... écoutons les enfants. Et alors, sur d'autres sujets, ah non, ça serait n'importe quoi, c'est la crise d'adolescence. Voilà, donc il faut être à l'écoute des enfants et des adolescents. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'expérience de rencontrer des adultes trans qui font leur parcours à 40 ans. J'ai le cas, bien que psychiatre d'enfant, j'ai rencontré cette personne et je l'ai accompagnée. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que cette personne, dès 17 ans, avait commencé à formaliser son vécu d'être une femme, en a parlé dans son environnement familial, qui était pourtant ouvert, accompagnant, voilà, et qui lui a dit mais c'est de la maladie mentale, ça. Et ton parcours, c'est quoi? Les hôpitaux psychiatriques? C'est ça que tu veux vivre? Il a passé 30 ans de sa vie à lutter contre cette idée en se disant « je ne fais pas partie des fous, je ne fais pas partie des fous », au prix d'un appauvrissement de ses relations, d'un appauvrissement de ses investissements, parce que voilà, il y a quelque chose et il a investi des stéréotypes masculins pour se rassurer en permanence. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré, parce que finalement, entre-temps, et c'est intéressant, et ça quand même, j'aimerais pas qu'on perde ce progrès, parce qu'entre-temps, ses parents avaient changé de regard et de discours à travers ce qu'on a pu évoquer pendant un temps, mais en ce moment, comme le disait Mme Théry, il y a un repli, et les parents ont dit, mais après tout, peut-être, mais ils ne se rappelaient même pas d'avoir eu ces paroles-là. Donc, et je l'ai rencontré parce que les parents me connaissaient et disaient bon, donne-nous ton avis. Et j'ai vu une personne se transformer. Entre cet homme terne, triste, mal à l'aise, je vois apparaître une femme rayonnante. Et là, je me dis... Wow. C'est-à-dire que je reviens sur cette idée que y aurait les adolescents seraient sous influence, parce que c'est aussi ça qu'on entend. Regardez sur Netflix, il n'y a pas une série sans personnage LGBT. Alors voilà les réseaux sociaux, donc ils sont sous influence du lobby LGBT qui les influence. En fait, la réalité, c'est simplement de pouvoir s'autoriser à se poser des questions sur soi. Sans faire référence à des normes qui enferment. Je ressens ça en moi, c'est normal ou c'est pas normal? Ben oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu ressens en toi? C'est ça l'axe de notre travail avec les adolescents. Voilà, qui conduisent certains à s'autoriser à se penser homme, certains à se penser femme, certains à se sentir dans une approche plus fluide, non binaire, qui peut-être changera dans les années à venir, mais voilà, de ne pas tout de suite s'enfermer. Et c'est pourquoi, effectivement, voilà, il faut se méfier de cette notion de théorie du genre. Il n'y a pas une théorie du genre, parce que si on parle d'une théorie du genre, il y a forcément des normes qui en découlent et avec lesquelles on peut classer les personnes. Voilà, et de pouvoir se libérer, d'accepter tout ce qu'on ressent en soi, dans son désir, dans sa représentation de soi, sans vouloir le normaliser et continuer à projeter une vie amicale, une vie amoureuse, une vie professionnelle en acceptant toutes ces dimensions de soi. C'est le travail qu'on va faire avec eux. Avant de donner la parole à la salle qui pourra poser quelques questions, j'aimerais faire un petit tour de table sur un sujet qui est que Jean-Michel Blanquer a signé
une circulaire en 2021 de mémoire, autorisant l'école à employer le nom d'usage, les pronoms des enfants qui en feraient la demande et dont les parents seraient d'accord avec cet usage. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice, peut-être ? Moi, je pense que c'est un énorme progrès déjà, parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte quand j'ai sorti mon livre. Bon, comme je suis sur les réseaux sociaux et Facebook, bon, évidemment, mes lectrices, surtout, d'ailleurs, c'était principalement des lectrices, m'ont écrit via Messenger, et il y avait énormément d'enseignantes, et qui me disaient, en fait, en lisant votre livre, ça nous a permis, en fait, d'avoir une approche de la transidentité. Parce qu'en fait, à l'école, soit ils ont déjà été confrontés et ils ne savaient pas comment s'y prendre, soit elle me disait, si un jour je suis confronté à un enfant trans, honnêtement, je ne vais pas savoir comment m'y prendre non plus. Et ils attendaient à l'époque cette fameuse circulaire donc, qui est enfin sortie. Bon, il faut reconnaître qui a mis beaucoup de temps, qui a été travaillé aussi d'ailleurs avec des associations. Il y a une des associations qui appartient à Trans Santé France, notamment l'association c'est En Trans, qui a participé. Bon, il faut reconnaître que Jean-Michel Blanquer, il n'était pas tout à fait pour le fait de la sortir. C'était quand même un accouchement très long. Mais il n'empêche que cette circulaire a l'avantage d'exister et en fait reconnaît le fait d'accompagner, de considérer l'enfant tel qu'il est et tel qu'il se ressent. Et ça, c'est un énorme progrès. Donc moi, je pense que c'est vraiment une évolution qui devait se faire. Et puis il y en aura certainement d'autres, puisque la société évolue et tant mieux. Mais voilà, c'était quelque chose en tout cas, et je le vois avec les enseignants que je côtoie, que je connais ou qui m'ont écrit, c'était quelque chose qu'ils attendaient et qui franchement les aide dans une approche, encore une fois, qui soit positive, qui soit pas une approche culpabilisante ou quoi que ce soit, et qui accueille, comme je ne cesse de le répéter, même pour les adultes, j'ai tendance à dire, laissez-nous vivre. Un enfant, un ado, un adulte, encore une fois, c'est pas un choix. Souvent, on se dit entre nous, franchement, on aurait été 6, c'est-à-dire non trans, on aurait quand même eu beaucoup moins de difficultés. Donc, c'est pas un plaisir et c'est pas pour, on parle un peu vulgairement, pour emmerder le monde ou la société, ou comme le disait Irène Théry, c'est pas pour, par idéologie qu'on est trans. C'est vraiment parce qu'on le ressent et qu'on le ressent fortement et que si on est bloqué là, c'est vrai qu'on va vraiment très mal le vivre et que ça va être une difficulté pour un épanouissement normal de n'importe quel élément d'une société. Donc voilà, laissez-nous vivre, laissez-nous vivre ce qu'on ressent. On fait de mal à personne et c'est ça quand même qui est le principal. Moi, j'ai un avis évidemment positif sur cette circulaire, dans le sens aussi, justement, on doit aussi pouvoir expérimenter son genre dans le quotidien. Et effectivement, il est possible que pour certains enfants, certains adolescents, cette expérience d'être pronommé différemment, va peut-être les amener parfois à changer d'avis, finalement. Et d'autres, au contraire, ça confirme un ressenti de bien-être dans cette affirmation qui va les aider à avancer dans leur parcours d'affirmation. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas même où serait le danger. C'est-à-dire que quel serait le danger d'écouter la parole d'un enfant et d'y répondre. J'arrive même pas à comprendre quel serait le danger. Au contraire, et puis je réponds souvent aussi aux parents. Vous savez, un adolescent, si vous lui dites non, c'est interdit, c'est pas possible, on sait que parfois ça l'engage plutôt dans une quête, etc. Donc c'est vraiment mal comprendre le fonctionnement des adolescents, et on voit justement quand on accueille cette parole tranquillement en disant mais pourquoi pas, mais si tu vis comme ça, on va t'accompagner, quels sont les problèmes que tu rencontres dans le quotidien, et on est tranquille, et contrairement effectivement à ce qu'on dit, effectivement nos consultations sont très tranquilles et on n'est pas dans mais oui, mais tu dois faire ça, mais t'as raison, vas-y, etc. On est vraiment dans le quotidien, qu'est-ce que tu es prêt à vivre, parce que chaque cas est différent, et comme l'a bien évoqué Béatrice, il y en a certains qui disent alors moi ça je suis prêt à le vivre à la maison, mais pour l'instant à la maison, à l'école je veux pas. Je veux pas qu'on
je me sens pas prêt. C'est pas le bon moment. J'ai quelques amis avec qui je le partage. C'était important de le partager avec mes parents. Je veux avancer dans mon affirmation, mais ça, je suis pas prêt à le vivre. Et d'autres qui disent c'est important pour moi de le vivre tout de suite, maintenant. Et on va vraiment s'adapter au cas par cas, et tout en gardant en tête, encore une fois, ce qui est important, c'est que tu vives tout ce que tu as à vivre à ton âge, et que cette question d'être trans ne t'isole pas et te marginalise pas. Irène Théry. Alors sur cette circulaire, je pense qu'elle nous amène à réfléchir au rapport entre la bienveillance et la prudence. Souvent, je remarque dans les livres que j'ai évoqués, disons, qui tiennent ce discours anti-trans et qui alertent sur un supposé danger que l'idéologie transgenre ferait courir aux enfants, que dès qu'on est un peu bienveillant, ça veut dire qu'on va les enfermer dans une sorte de tunnel dont ils ne pourront jamais sortir. Et il me semble que moi, qui lis les travaux scientifiques qui se font, qui écoute les personnes concernées, vous l'avez dit, Béatrice, en commençant, nous avons aujourd'hui une grande diversité de situations. Il ne faut pas les mettre toutes sur un seul modèle. Ça, c'est les anti-trans qui le font. Il n'y a qu'un transgenre. Hein, voilà. Vous parlez d'une diversité. D'ailleurs, le mouvement lui-même tente à la diversité. On parle de trans, de non-binaires, de fluides, etc. Ce qui veut dire qu'il y a une diversité de situations qui ne relèvent pas de la même chose, qui ne sont pas vécues pareil, etc. Alors, par rapport à ça, le fait qu'on permette effectivement dans les collèges, sans exiger un psy, sans exiger un traitement, sans exiger un changement d'état civil, qui serait pas possible, juste simplement d'entendre cette demande quand elle est faite par le jeune, évidemment, ou la jeune, de pouvoir avoir un autre prénom d'usage et d'être genré autrement par les pronoms, est-ce qu'on va enfermer ces personnes? Moi, il me semble que ce que vous dites, c'est que c'est l'inverse. Là où on risque de créer des situations artificiellement qui vont créer des situations bloquées, c'est le contraire. C'est bien, je me trompe pas. La prudence va avec la bienveillance. La bienveillance ouvre les possibles. Et donc, la bienveillance, en ouvrant les possibles, en ouvrant les catégories, en ouvrant l'ouverture, dit aux jeunes, il y a toutes ces possibilités, y compris celle de changer d'avis, y compris celle de revenir. C'est tout l'inverse de ce qui est raconté par ce discours anti-trans. Donc, il me semble que là, il y a vraiment quelque chose d'important. Cette circulaire a été critiquée, je dois le dire aussi, par certaines associations, parce que cela demande l'accord des parents. Hein. Il faut l'accord du jeune, mais aussi celui des parents. Et c'est vrai quelquefois qu'il y a des cas où ça n'est pas facile. Parce que par exemple, la Béatrice, première difficulté, ça peut-être Béatrice, vous pourriez nous vos parents de vous autoriser. J'aimerais que vous disiez un mot là-dessus, Béatrice. C'est vrai que quelquefois, c'est difficile pour les enseignants, parce que ceux qui ne veulent pas entendre parler du parcours transgenre de leur enfance, c'est les parents. Alors, comment et en même temps, on imagine bien pourquoi on ne veut pas faire des choses dans les collèges ou dans les lycées contre l'avis des titulaires de l'autorité parentale. C'est vrai que l'autorité parentale, en fait, elle est incontestable, elle est écrite dans le droit. Et donc, d'ailleurs, on voyait mal comment cette circulaire aurait pu exister en déniant et en refusant l'autorité parentale. Alors, c'est vrai qu'il y a des associations radicales qui ont critiqué ce phénomène-là en disant il ne faut pas demander l'autorisation parentale. Oui, peut-être, on peut l'imaginer, mais simplement, dans la réalité, c'est pas possible. En revanche, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'en effet, un peu comme pour n'importe quelle maltraitance, on peut très bien imaginer d'accuser les parents réellement de transphobie, d'actes qui sont des actes qui, pour le coup, seraient une forme de discrimination envers l'enfant. Et ça, c'est entendable, et ça peut très bien, justement, être entendu. Et dans ce cas, il y aura éventuellement un retrait de l'autorité parentale. Et ça existe, et c'est tout à fait possible. Mais on imagine mal, en tout cas, dans l'état actuel de droit qui existe, on ne peut pas aller contre l'autorité parentale ou l'autorité d'un tuteur.
Donc voilà, c'était dire, c'est bien de l'imaginer, mais en tout cas, c'était pas possible. En tout cas, il me semble que le sens de la circulaire, c'est de dire, on doit, quand on est un établissement d'éducation, veiller pour tous les enfants qui sont accueillis à un environnement protecteur et bienveillant. Bienveillant, exactement. Protecteur et bienveillant. Et il n'y a aucun problème avec les nouvelles générations. C'est ça qui est étonnant. Et par contre, ils viennent de personnes qui n'ont pas fait l'effort, je pense, d'aller vers une véritable compréhension des choses. Et d'ailleurs, dans le livre que j'ai cité, mais j'aurais pu citer celui de Claude Habib, qui est de la même veine anti-woke, c'est l'idée, vous voyez, le trans, aujourd'hui, ça serait le héros, ça serait le super roi. Vous voyez. Le trans, il s'est émancipé de tout, il n'a plus aucune contrainte de réalité, le corps compte pas pour lui, rien compte pour lui, etc. Il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut. Et donc, ça serait fascinant pour les jeunes, le super rôle modèle, parce que vous êtes une petite jeune fille un peu timide et tout ça, et tout à coup, vous dites que vous êtes trans, vous êtes le roi du pétrole, etc. Et franchement, c'est tellement contraire à ce que, à la réalité dont vous parlez, dont parlent les associations. De quoi vous nous parlez? Vous nous parlez pas du roi du pétrole. Vous nous parlez d'adolescents en grande difficulté, en grande souffrance. Vous nous parlez du fait qu'il y a beaucoup trop de suicides chez les jeunes trans. C'est ça dont vous nous parlez. Vous dites, faites attention à ces personnes-là. Elles sont fragiles, elles sont mal... Vous l'avez dit, elles ne sont pas toujours malheureuses, mais elles peuvent l'être, elles peuvent être... Donc nous sommes dans une logique de protection, et pas du tout dans une logique... Mais de toute façon, il y a une réalité, c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup abordé, et puis bon, il est déjà un peu tard, mais il y a quand même un point que je voudrais soulever, parce que moi ça me touche à chaque fois, c'est l'histoire en effet de ce que peut vivre... Il faut quand même dire et citer des statistiques qui disent quand même qu'il y a quasiment 30% des jeunes trans qui ont fait 1 à 2 tentatives de suicide. Et ça, sont des chiffres qui existent. Il y a 60% des jeunes trans qui ont pensé au suicide. Et là, encore une fois, c'est pas un choix, c'est pas pour embêter le monde ni quoi que ce soit, c'est une réalité. Et je peux vous donner un exemple vécu, d'ailleurs j'en ai parlé à Jean, d'une maman que je connais bien, qui est une amie avec sa fille Lise, qui est une jeune trans de 17 ans, qui vit dans un environnement mais alors totalement sans problème, totalement accueillant, bienveillant, avec des parents qui sont super, qui ont accepté en effet sa transition sociale. Elle est dans un lycée qui a accepté le fait qu'elle s'appelle Lise et pas selon son ancien prénom. Elle a des camarades de classe qui l'aident, qui sont avec elle, qui la considèrent comme une fille tout à fait naturellement. Et puis il y a eu un incident terrible, l'année dernière, puisqu'elle était en première, le fait qu'on vérifie les identités pour passer le bac. Et la prof, qui était au courant, s'est complètement plantée en arrivant à son nom. Elle a lu, puisqu'en effet, pour l'éducation nationale, même si elle accepte le changement de prénom, il n'empêche que, administrativement, c'est le prénom ancien qui apparaît. Elle a lu le prénom ancien. Pour les amis de Lise, ça ne changeait rien, sauf que dans sa classe, il y a un petit groupe, je pense principalement de garçons, qui ne le savaient pas, et qui, pour eux, d'un seul coup, c'était la révélation. Et c'était des moqueries, du harcèlement, c'était horrible ce qu'elle a vécu, à tel point qu'on est arrivé, et ça, Jean, tu le sais très bien, et tu en parles aussi souvent, c'est qu'en fait, il y a eu déscolarisation, Lise n'a plus voulu retourner dans son lycée, il y a eu scarification, et pour l'aider, ses parents, à la rentrée, ont décidé qu'elle ferait finalement sa scolarité à distance avec le CNED. Sauf que c'est un petit appartement parisien, elle tourne en rond, et elle a fait une première tentative de suicide en voulant se jeter par la fenêtre. Ses parents, heureusement qu'elle a de super amis qui étaient étonnés de ne pas avoir de ses nouvelles. C'est la maman qui a suspecté quelque chose, et au moment où elle est arrivée, elle allait se jeter par la fenêtre. Bon, finalement, c'est plutôt bien reparti, et puis quelques semaines plus tard, elle a refait une deuxième tentative de suicide. Moi, j'avoue que ça m'émeut à chaque fois. Je trouve ça tellement terrible que des enfants, des jeunes de 17 ans puissent penser à quitter ce monde qui n'attend qu'elle, parce que Lise est en plus à un côté très artiste, c'est une fille intelligente. Mais voilà, à cause de, excusez-moi de le dire, de petits cons qui n'acceptent pas la différence, qui voulaient se révéler peut-être virilement, j'en sais rien, face à cette pauvre Lise qui est très très mal. Bon.
Je sais que tu l'as accueilli dans ton service, d'après sa maman, puisque je suis régulièrement son évolution, ça va beaucoup mieux. Mais vous voyez, vous vous rendez compte le traumatisme qu'elle a pu vivre et vouloir à 17 ans disparaître, encore une fois, alors qu'elle est dans un environnement qui est vraiment super, de chouettes parents, d'amis voilà, qui l'aiment. Et puis il suffit d'un dérapage comme ça, qui s'est produit au sein de l'éducation nationale. Bon, autant dire que sa prof, qui en plus aime beaucoup Lise, elle s'en veut et elle a vraiment beaucoup de mal à le vivre. Mais il n'empêche voilà, qu'à cause d'un petit truc comme ça, eh ben, Lise a failli par 2 fois déjà disparaître. Et c'est ça que je trouve injuste, insupportable, qu'on ne puisse pas faire de place dans cette société à des gens qui sont différents et qui font, encore une fois, de mal à personne. Tout à fait. On va prendre quelques questions, s'il y en a. Ce serait bien. Oui. Oui, justement, je pense que le problème est extrêmement difficile et il y a un décalage entre la population et les spécialistes. Oui. Et il y a un défaut d'explication que ce que c'est vraiment la transsexualité, etc. Et les problèmes viennent de ça. Et deuxièmement, Madame Irène Théry. Voilà, a parlé d'idéologie. Je pense qu'il y a les idéologies sont de 2 côtés. Peut-être un peu plus de côté de ceux qui sont conservateurs, un peu moins de côté de ce qu'on appelle les progressistes. Parce qu'en réalité, pour discuter de ces questions, il faut être en même temps les neuroscientifiques, les biologues moléculaires, les sociologues, les historiens. Il faut maîtriser l'ensemble de ce domaine. Maintenant, la question est combien de gens, combien de personnes qui s'occupent de ces questions maîtrisent l'ensemble de ce domaine. C'est ça. Et troisièmement, je pense aussi, ça c'est mon hypothèse, que le problème vient aussi peut-être du concept du genre. Le concept lui-même. C'est-à-dire, moi, ça ne me pose aucun problème. Parce que je comprends ce que ça peut signifier, même si personnellement, je pense que le concept d'un type sexuel, c'est totalement suffisant. Mais ça ne me pose pas trop de problème. Mais par contre, pour les gens qui n'ont pas de connaissances approfondies, ça peut poser vraiment un problème. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a de telles réactions qui sont, disons, de 2 côtés, en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'au niveau idéologique, on peut trouver aussi, en effet, dans certaines associations trans, une forme d'idéologie, bon, mais comme il en existe partout, et voilà, il y a des mouvements, on peut trouver ça parfois chez les extrêmes, hein, par exemple extrême gauche, en effet, le fait de vouloir déconstruire une société, mais d'une manière brutale, mais qu'on déconstruise la société d'une manière avancée, je pense que ça vaut le coup, parce que voilà, sinon on reste dans un schéma qui est vraiment un schéma qui date de siècles anciens. Donc de cet aspect-là, il faut qu'on avance. Et là où je voudrais vraiment, où là je suis totalement d'accord avec vous, c'est le fait qu'il faut qu'on en parle. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait cette table ronde ce soir. Ce matin, moi j'étais à la fac de Strasbourg, là aussi, pour évoquer ces questions de transidentité. Je fais pas mal de formations aussi. Il faut en parler. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et vous le verrez si vous achetez mon livre. J'espère que j'ai beaucoup de peine pour le libraire qui est venu, parce que je me dis, là, il n'y a pas beaucoup de monde et ça ne va pas beaucoup se vendre, et c'est bien dommage. Mais moi, j'ai mis en exergue une phrase je trouve qui illustre ce que vous dites et ce que l'on dit, qui est une phrase d'Averroès, qui est un philosophe musulman du XIIIe siècle et qui est fabuleuse, et qui dit, en fait, la méconnaissance conduit à la peur conduit à la haine, et la haine conduit à la violence, et c'est tout à fait ça. Et souvenez-vous, dans les années 70, ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ont vécu les personnes gays, les personnes homos dans les années 70, où quand l'homosexualité est un peu sortie du bois,
comme la transidentité sort du bois aujourd'hui, alors que ça existe. Vous reprenez tout ce qui est mythologie grecque, il y a de l'homosexualité et de la transidentité dans la mythologie grecque, hein, donc c'est pas récent. Mais il n'empêche que quand c'est sorti du bois, l'homosexualité, on a aussi parlé de troubles mentaux, de folie. Là même, c'était même considéré comme un délit d'ailleurs à l'époque. Et que le fait d'en parler, parce que ça aussi c'est le reproche qui nous est fait, le fait d'en parler va faire que tous les petits-enfants vont devenir homo. On voit aujourd'hui, hein, tout le monde est homo. Enfin, voilà, et on vit exactement la même argumentation. Et d'ailleurs, on retrouve exactement dans les opposants tous ceux qui étaient en effet... Alors, peut-être les descendants, mais tous ceux qui étaient donc homophobes, hein, tout simplement, tous ceux qui ont ensuite été anti-Pax, qui ont été anti-mariage pour tous, anti-PMA, ben maintenant ils ont trouvé un nouvel os à ronger, c'est en fait la transidentité. Et le fait notamment de s'attaquer aux enfants trans, que je trouve ignoble, mais c'est vrai que ça marque. On se dit, les pauvres enfants, ce qu'on leur fait subir. Et ben voilà, et c'est comme ça que ça arrive à rentrer progressivement, à s'instiller dans l'esprit de certains en disant, et c'est les gens qui n'y connaissent rien. Et ça a un impact terrible sur ceux, en effet, sur l'ignorance, en fait, qui va provoquer la peur, la haine et la violence. Je peux parler? Oui. Alors, je voulais ajouter une chose. Ce qui est fondamental pour maîtriser l'ensemble de ce problème, c'est la théorie de l'évolution. Et je pense qu'on n'applique pas cette théorie normalement, on devrait l'appliquer partout. C'est Dobzhansky qui a dit « rien n'a sens en biologie sans théorie de l'évolution ». Et le problème est réel, parce qu'on peut se poser la question, j'ai entendu qu'il y avait un sondage où 30% 22% de personnes entre 18 et 30 ans ne savent pas quel est leur sexe. Ouais, se considèrent comme non-binaires. Non-binaires, voilà, non-binaires, voilà, c'est exactement ça. C'est ce sondage-là, oui. Oui, non, mais c'est important la signification des mots. Et le problème est réel, la société a peur de ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on peut développer ça en théorie de l'évolution, etc. Est-ce que notre société, évolutionnellement parlant, peut persister s'il y a de telles situations? Le problème est réel. C'est ça, hein? C'est-à-dire qu'il faut quand même partir, en tout cas, sur la question de la transidentité, qu'il y a la réalité de nos corps et des organes génitaux, et que là, oui, bien sûr, il y a des mâles, il y a des femelles, il y a des intersexes, il y a une réalité biologique. Mais la particularité des êtres humains, c'est qu'on a une conscience réflexive. On se pense, on se construit une représentation de soi. Et voilà, et depuis l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont un pénis qui se sentent femmes. Il y a, voilà, c'est pas un phénomène nouveau. Sauf que effectivement, c'est comment on autorise ces personnes à avoir une place dans la société sans les stigmatiser. Et il y a la question aussi vraiment des rapports entre la question d'appartenir à une minorité dans un grand groupe. On sait qu'en général, malheureusement, il y a quelque chose du besoin de maltraiter ces minorités. Et ça, c'est quand même une réalité de ce qu'ont à vivre les personnes qui appartiennent à cette minorité, et on fait peur à partir de la question de la différence. Et c'est vrai que quand même, comme on a une capacité à se représenter, on construit aussi des idéaux de ce qui nous permettent d'avancer dans nos représentations, et que il y a eu une prise conscience tardive que beaucoup des idéaux portés par la société autour du genre, ils sont quand même au service. Il y a des rapports de pouvoir dans ces représentations, et que les femmes en ont fait les frais. Et que effectivement, les personnes qui peuvent avoir un vécu différent, une sexualité différente, en font les frais, parce que on a peur de se confronter à la différence. Mais justement, il faut sortir de cette réalité, et dans le quotidien, moi en tant que médecin, le pourquoi, je m'en fiche. La question, c'est comment vous allez pouvoir vivre ce que vous avez
besoin de vivre le mieux possible en tenant compte des éléments de réalité. Et le pourquoi, c'est intéressant, mais ça, pour moi, c'est pour la recherche. Mais dans le quotidien, voilà, parce que... ou alors, il faut poser des pourquoi à tout le monde, parce que sinon, on stigmatise. Si la personne qui est trans, elle doit réfléchir pourquoi elle est trans, alors il faut que les cis réfléchissent aussi pourquoi ils sont cis. Voilà, enfin... C'est peut-être tout le monde n'a pas se posé cette question, et les problèmes viennent de là. Parce que si vous comprenez pourquoi certains sont trans, l'autre cis, et l'autre, etc., moi, ça ne me pose aucun problème. Irène, voilà. Vous vouliez intervenir. Oui, merci. Travaillant sur ces sujets beaucoup avec des anthropologues, je dois vous dire que ce qui a pour moi beaucoup simplifié les choses, c'est quand j'ai compris que ce qu'il y avait en commun avec l'extrême diversité, encore une fois, de l'expérience qu'on pourrait appeler l'expérience transgenre. Ce qu'il y a en commun, c'est que ce sont des personnes qui revendiquent ou ne peuvent pas vivre, on va dire, dans le statut qui est lié à leur sexe biologique de naissance. Si on admet l'idée d'un statut de genre, qu'est-ce que ça va être un statut de genre? Ça va être celui, par exemple, qui est construit à travers l'état civil. L'état civil n'a jamais été une description de nos identités biologiques. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis le droit romain. Dans le droit romain, il y a des hommes, il y a des femmes, il n'y a pas d'hermaphrodite. Si on décrit, c'est-à-dire il n'y a pas d'intersexe. Donc, si l'état civil décrivait la réalité biologique, il aurait fait une place aux personnes intersexes, ce qu'il n'a jamais fait. Donc, l'état civil va parler du sexe, et en fait, il surajoute en quelque sorte. Il construit à partir du sexe, il vous donne un statut de genre. Et ce statut de genre, ce n'est pas un manteau qu'on enlève, qu'on met, etc. Ça fait profondément partie de ce qu'on va appeler notre identité. Et en nous construisant dans ce domaine réflexif, je suis tout à fait d'accord avec vous, et nous, en tant que sociologues, on travaille beaucoup là-dessus, hein, c'est-à-dire on endosse en quelque sorte pas ce statut, c'est celui-là qui nous a été assigné à la naissance. À partir de ce qu'on a identifié ou cru identifier de notre corps, on a considéré évident qu'on allait entériner en quelque sorte un certain statut de genre. Et pendant longtemps, ce statut de genre, effectivement, il était très très différent parce que le principe de la société, c'était il y a des rôles pour les garçons, il y a des rôles pour les filles, et donc il y a une excellence de chaque sexe. On éduquait les enfants les garçons à être comme ceci, comme cela, les filles comme ceci, comme cela, etc. Et donc il y a toujours eu des personnes. Eh bien, ce n'est pas des personnes qui se trompent, c'est des personnes pour lesquelles endosser ce statut n'était pas possible. Elles ne se reconnaissaient pas dans ce statut. Et c'est là où je dis, toutes les minorités doivent nous inciter la majorité à regarder la norme. Il y a un problème dans la norme. Ça a été vrai au moment du mariage pour tous, etc. Ça a été vrai, je vous l'ai dit, sur l'engendrement avec tiers d'honneur. Quand on regardait la norme, c'est la norme est là. On a une norme qui, effectivement, ne reconnaît pas cette notion de statut. Et donc, n'arrive pas à avoir une double description des personnes. Et donc, quand une personne qui est née avec un corps masculin va dire « je me sens une femme », ça veut dire « j'ai besoin de ce statut de femme qui existe dans la société, je me reconnais dedans », eh bien, on va dire « elle dit n'importe quoi ». Ben non, elle nous dit « toi qui es cisgenre, moi, par exemple, Irène Théry, qui suis née avec un corps de fille, un corps femelle, si on veut, et qui me reconnaît dans ce statut, je dois apprendre que j'ai un statut de genre, voilà. Et qu'est-ce que c'est un statut de genre, hein? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une place dans la société, une façon de s'adresser à vous, au féminin, une façon de vous genrer, un prénom qu'on vous donne, des attentes qu'on a à votre égard, des vêtements qu'on vous autorise à porter ou pas, etc. Et c'est ça que les personnes demandent. Et après, elles ont besoin, et ça c'est comme vous l'avez dit, il y a toute une panoplie de situations, de modifier ou pas jusqu'à quel point leur corps pour pouvoir investir complètement ce statut dans lequel elles se reconnaissent et qu'elles n'ont pas choisi de... Voilà, parce que
je ne suis pas la spécialiste de qu'est-ce qui fait qu'on endosse un statut. Mais en tout cas, c'est clair. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il y aurait un problème quelconque dès lors que je dispose de la différence entre... On peut décrire les personnes sous plusieurs descriptions, en quelque sorte. Et donc, ça d'autres sociétés n'ont pas de problème avec ça. Et la nôtre en a parce qu'elle veut toujours, c'est une vieille tradition, nous ramener à une seule et unique définition dite naturelle. Et ça, et donc, c'est pour ça que le débat n'est pas fini, et que, encore une fois, les minorités apprennent à la majorité quelque chose d'elles-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment avancé, je pense, dans le processus démocratique, quand on comprendra ça. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être ? Bonjour, je suis là. Bonjour, pardon. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Ma question, elle est pour Béatrice et pour messieurs dames aussi. J'ai entendu une personne qui était trans, donc c'était un homme trans, qui parlait d'ascension sociale en devenant homme, justement. Et du coup, pour vous, Béatrice, est-ce que ça a été l'inverse un peu ? Est-ce que vous avez... Désolée, ma question n'est pas très joyeuse. Est-ce que vous avez vécu plus d'inégalités en devenant femme, justement ? Ah, ça, c'est une question intéressante parce que... alors bon, moi, je n'ai pas l'impression d'une régression, bien au contraire. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est un sujet, je pense, qui est vraiment très sociologique, d'ailleurs, que j'ai vraiment vécu... Les faire part. Non, mais pas que ça. C'est le fait, par exemple, que donc, né homme, et attention, on dit jamais devenu femme, puisqu'on l'était intérieurement. Donc, né homme et m'étant révélé socialement, et puis par mon corps aussi, par les interventions chirurgicales, femme. Bon, ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, j'ai vécu une incompréhension extraordinaire de la part des hommes. Et ça, c'est vraiment un point, j'en ai beaucoup discuté d'ailleurs avec ma psychologue clinicienne, et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est vraiment intéressant. Je vais vous donner un petit exemple, une anecdote. Bon, je vis dans une copropriété, je suis syndic bénévole de la copropriété, et un jour, il a bien fallu que j'annonce que celui qu'ils avaient connu comme syndic, et puis comme voisin, tout simplement, allait devenir une voisine. Et donc j'ai saisi l'occasion d'une assemblée générale, puis je leur avais annoncé qu'à la fin, je leur annoncerais quelque chose d'important. Il y en a qui ont cru que j'étais très malade ou je ne sais pas trop quoi. Et puis à la fin, donc j'ai annoncé que désormais, bon là j'étais encore en apparence masculine, désormais ce serait Béatrice et que ce serait une femme qui serait leur voisine. Et j'avais ramené le champagne pour fêter tout ça. Et ce qui était vraiment extraordinaire... Bonne idée. Ce qui a été extraordinaire, c'est que toutes les femmes, donc toutes mes voisines, sont venues spontanément vers moi, ont trinqué en disant quel courage, c'est super, n'hésite pas, on pourra t'aider, voilà, on est toutes là, etc., etc. Et les hommes sont restés un peu à l'écart. Alors, aucun rejet, hein. Franchement, j'ai eu aucun rejet, et puis ça se passe très très bien. Mais pas de commentaires. Mais pas de commentaires, enfin une espèce de gêne, en fait. Et je l'ai ressenti aussi, par exemple, pour vous donner l'exemple, quand on parlait de Radio France, quand j'ai fait cette conférence là, pour tout le monde, donc on l'a faite au 22e étage, qui est l'étage prestigieux de Radio France au sommet de la tour. Avec la plus belle vue de Paris. La plus belle vue de Paris sur la tour Eiffel qui est juste en face. Eh bien... et tout le monde pouvait suivre aussi par visio. Hein. Et il n'empêche que, sur le coup, je n'avais pas fait attention. Et quand j'ai bien regardé la salle, en fait, il y avait quasiment, on avait estimé à peu près à 70%, 75% de femmes qui étaient présentes, et très peu d'hommes, enfin le reste étant des hommes. Et c'est vraiment un phénomène intéressant. Et justement, en discutant avec ma psychologue, c'est le fait quand même que socialement, je suis passé, même si c'est pas dit, mais c'est ressenti comme ça, du sexe dit fort, même si heureusement on n'utilise plus cette expression, mais au sexe dit faible. Et pour, notamment, je pense, je sais pas, les psychiatres, les psychologues estiment que c'est, je crois, l'angoisse de castration, en fait, qui est ressentie par, peut-être pas forcément par tous les hommes, mais qui est, voilà, une espèce d'angoisse qui est ressentie. D'ailleurs, en rigolant, parfois, on dit, oh là 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 là. Bon, ils imaginent, en fait, ils s'approprient, en fait, ce que j'ai vécu, et pour eux, c'est incroyable.
et que je repassais en effet du clan des maîtres du monde à la catégorie en effet des femmes, bah, pour beaucoup c'est incompréhensible. Et j'avais eu, bon je vais m'arrêter là, mais j'ai eu aussi une lettre d'un ami journaliste d'ailleurs qui est dans le Nord, donc moi à Paris. Je l'ai pas vu depuis un certain temps. J'ai écrit un petit mot pour notamment le faire part, en effet, que j'ai envoyé. Je ne sais pas si il a été diffusé ou pas. Quand ça a été, voilà, quand j'ai fait ma vaginoplastie, j'ai envoyé un faire part, bon, un peu humoristique, mais qui résumait bien que c'était ma nouvelle naissance. Et il n'empêche que il m'a écrit en me disant, écoute, il a mis beaucoup de temps à m'écrire. J'ai du mal, j'arrive pas à comprendre ta situation. Bon. Il est là le faire part que j'ai envoyé. Bon, en plus la photo c'est une vraie photo de moi, hein. Mais à 1 an et demi à peu près. Et je l'aime beaucoup cette photo parce que c'est vrai que j'ai quand même un peu un physique féminin à cette époque-là. Bon, il n'empêche que ce journaliste copain m'a écrit en disant, écoute, en plus moi je sais que c'était un rugbyman, donc avec vraiment des côtés de virilité assez puissantes. Il dit, j'arrive pas à imaginer que tu puisses, alors évidemment il a utilisé le mauvais mot devenue femme, mais vous voyez, c'est quand même ça que j'ai vécu et ressenti. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez ajouter, mais... Moi, je suis pas sûr que ça soit une particularité fondamentale d'être homme, mais plutôt comment on élève encore les hommes. C'est-à-dire, et pour moi, c'est la confusion... importante qu'a fait Freud sur pénis et phallus, c'est que pendant très longtemps, on part sur l'idée que les hommes auraient un truc en plus. Parce que anatomiquement ils ont ce pénis et qu'il y aurait du coup quelque chose d'en plus. Les femmes ont rien. Voilà, et que les femmes ont rien. Et moi je suis très pas trouvé le clitoris. Très fier de ma nièce. Quand elle avait 4 ans, elle me dit, tu sais tonton, il faut que je te dise un secret, mais t'en parles pas vraiment. Ouais, on dit que les petits garçons ils ont un zizi. Et ben moi, je vais te dire, j'en ai un aussi, mais il ne se voit pas de la même façon. Et là, j'ai dit, enfin, peut-être que la société change et qu'on sort de l'idée que, effectivement, parce que c'est gommé aussi, au niveau des fantasmes, tous les hommes qui aimeraient porter des enfants, accoucher, etc. Et que cette représentation de l'homme fort qui aurait du plus, moi, je pense que malgré tout, ça reste quand même... encore présent, c'est remis en question, mais voilà, en tout cas ce que je vois dans la réalité, vraiment, c'est que les hommes trans sont quand même plus facilement acceptés que les femmes trans, même si ça change. D'ailleurs, regardez les actes transphobes, hein, enfin les actes violents transphobes. On parle très peu, finalement, enfin, à ma connaissance, des hommes trans agressés, il n'y en a pas. Et on revient aussi à ce qu'on appelait les garçons manqués. En fait, les garçons manqués, c'était bien accepté. Alors que, en effet, un garçon qui était un peu androgyne, un peu féminin, comme on disait, c'est une espèce de tapette, je sais pas trop. Oui, ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on revient sur l'histoire longue, il y a toujours eu des personnes trans, c'est-à-dire qu'on appelle comme ça aujourd'hui, alors qui se présentaient, on va dire, dans le vêtement, parce que souvent c'était beaucoup le vêtement, l'identité, le nom d'un genre qui n'était pas lié à leur sexe. Alors la société complètement, très clairement, très hostile aux transitions de hommes vers femmes et moins hostile aux transitions de femmes vers hommes. Et dans le passé, on sait qu'il y avait de nombreuses femmes qui se présentaient sous une identité masculine, dans des vêtements masculins, qui ont été intégrées dans l'armée, dans la marine, etc. Et donc, il n'y avait aucun équivalent dans l'acceptation sociale concernant une femme trans. Et au contraire, un stigmate énorme vers celui, puisque justement il y avait un sexe qui était considéré comme supérieur. Comment pouvait-on aller d'une supériorité dans la nature humaine en descendant
Alors qu'on veuille s'élever, on pouvait le comprendre, mais qu'on veuille descendre, alors que vous étiez les hommes, les mâles qu'on confondait avec leur statut étaient considérés à la fois statutairement et physiquement comme plus parfaits. Vous pouvez pas aller du plus parfait au moins parfait. Ça concernait pas l'œuvre de Dieu, ça. Donc, c'est important pour aujourd'hui de comprendre ça, parce que pendant longtemps, ça peut paraître étrange, dans les cohortes qui étaient considérées comme celles des transsexuels suivis par les... Il y avait beaucoup plus de transition, on va dire, de M to F. Hein. Il y avait plus de nés garçons qui devenaient filles. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était impossible de passer dans la société quand on est dans ce sens-là. Des filles pouvaient toujours essayer, de même que les filles qui veulent aujourd'hui s'habiller au rayon garçon, je ne vois pas où est le problème. D'ailleurs, c'est ce que font mes petites filles. Mais par contre, c'est très difficile encore aujourd'hui, l'inverse. Donc, les asymétries de genre sont centrales. C'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette prétendument affolante augmentation des cas, cette prétendue épidémie, bien que porte beaucoup justement sur une sorte de rattrapage, si on pourrait dire, où les hommes trans, voilà, les hommes trans qui auparavant essayaient de se passer de peuvent revendiquer. Voilà. Il me semble que ça c'est important. Là, il y a une donnée sociologique qui explique une partie, peut-être pas tout, mais une partie importante de ce que nous observons aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci. On va pouvoir continuer un petit peu cette discussion au cours d'une séance de dédicace où vos livres seront présentés. Je voudrais aussi remercier les équipes de la Cité des Sciences qui ont fait un travail formidable pour pouvoir nous accueillir ce soir et parler de ce sujet qui, on l'aura compris, est plus qu'important dans la société. Merci encore. Merci à vous. Hein.